Je vais attendre d'avoir le petit l'indicateur et on va pouvoir se lancer. Bonsoir à tous. Nous voilà pour le deuxième webinaire pour l'association Constellation sur l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Et ce soir, le sujet sera la compensation du handicap à l'école et l'accès aux loisirs périscolaires et tout ce qui tourne autour du droit d'accès aux loisirs. Donc, deux grandes parties à cette présentation. Je vais faire une passe sur les questions qui m'ont été posées sur le précédent webinaire pour répondre aux questions auxquelles je n'avais pas la réponse lors du précédent webinaire. Et j'ai bien reçu également vos questions pour ce webinaire-là et j'y répondrai aussi en cours de route. Ensuite, on verra comment on peut compenser le handicap à l'école, notamment par la présence d'une AESH ou d'un accompagnant, d'un AESH. Quelles sont les démarches et recours auprès de la MDPH et de l'Éducation nationale qu'on peut faire en cas de désaccord avec ces décisions? Et le cas particulier de l'accès à l'accueil périscolaire. Donc voilà pour ce soir. Donc les questions, les réponses aux questions du webinaire précédent. On m'a posé la question quand j'ai présenté les aménagements pédagogiques et les plans personnalisés. On m'a posé la question du PEP 3. Parce que ça, effectivement, PAI, PPS, PAP, PPRE, et on a tellement d'acronymes qu'on s'y perd. Et qu'est-ce que... Ah, on a une personne qui arrive aussi. Qu'est-ce que le PEP 3? Alors, j'ai fait mes recherches. Le PEP 3, c'est la troisième version d'un outil d'évaluation psychoéducative individualisée. Donc, c'est plutôt un outil d'évaluation qui est destiné aux enfants qui présentent un trouble du neurodéveloppement, notamment autisme. Et c'est un outil d'évaluation qui est une référence et qui permet d'évaluer l'autisme et en fait de mettre en lumière les forces. Je trouve ça intéressant d'ailleurs parce que on pointe pas les déficiences, mais on pointe les forces des enfants de 2 à 7 ans qui présentent des troubles du spectre autistique ou des troubles du neurodéveloppement. Ou des troubles d'envahissement du développement et quels sont les axes à travailler pour constituer du coup un projet éducatif individualisé qui peut déboucher du coup sur une interprétation des résultats de ce PEP 3 peut déboucher sur une rédaction particulière du PPS, donc du plan personnalisé de scolarisation. Mais ce n'est pas un plan en lui-même, c'est une méthode d'évaluation. Voilà, je ne sais pas si la personne qui a posé la question la dernière fois est là. Mais en tout cas, si elle n'est pas là, elle pourra le voir dans le replay. Voilà. Et ensuite, les questions suivantes, je les ai notées dans un petit coin et j'y répondrai au fur et à mesure de cette présentation. Donc, je vais aller directement tout de suite dans le cœur du sujet de la compensation et de la compensation du handicap à l'école, notamment par la présence de l'accompagnant scolaire. L'accompagnant scolaire, ça s'est appelé auxiliaire de vie scolaire. Aujourd'hui, on appelle ça AESH, accompagnant d'élèves en situation de handicap. Et on a 3 cas d'accompagnement possibles. On a l'accompagnement individuel, donc l'AESH individuel, qui est un seul élève, qui accompagne un seul élève à la fois. Alors, je m'entends en écho, je ne sais pas si vous pouvez couper les micros. Alors, moi, est-ce que Magali, ça te va si je coupe mon micro à moi? Oui, oui. Après, ne vous hésitez pas. Hein. Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir vos micros et intervenir. L'accompagnement individuel... Oui, pardon, vas-y. Et moi, je voulais prévenir que les messages qui seront envoyés sur la conversation, je les reprendrai en fait à voix haute. Je me permettrai de les... Voilà, de réguler un peu les voilà. questions, puis d'être sûr qu'elles soient bien explicites et puis que voilà, les questions soient répondues. Voilà. Exactement. Et du coup, n'hésite pas à intervenir quand tu as des questions qui... l'accompagnement de AESH individuel, c'est la personne qui est avec un seul élève à la fois. Ça ne veut pas dire qu'elle a un seul élève sur la totalité de son temps de travail.
une personne, un accompagnant peut avoir 2 élèves, mais elle ne peut faire travailler et être présente auprès d'un seul élève à la fois. C'est vraiment l'élève qui a une personne individuellement pour lui. Pour l'accompagnant individuel, le nombre d'heures de présence de l'accompagnant auprès de l'élève est notifié par la MDPH. Donc, dans la notification d'accompagnant d'élèves en situation de handicap, il y a un nombre d'heures. Donc, il y a bien indiqué AESH individuel avec un nombre d'heures. On a perdu les titres, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi, j'ai mutualisé. Ah ben voilà. Mutualisé. Donc, l'AESH mutualisé accompagne plusieurs élèves en même temps ou sur des temps différents. Donc ça peut être, voilà, ça peut être une personne dans la classe qui va accompagner 2, 3 élèves, ou sur des temps différents, ça peut être quelqu'un qui va accompagner 1 ou 2 élèves dans une classe et puis qui va se retrouver dans une autre classe à un autre moment. Ça dépend de la configuration de l'école et puis de l'organisation, enfin de la présence des enfants selon les classes. Alors je parle de classe, ça peut être court, hein, au collège aussi. Par contre, le nombre d'heures n'est pas généralement pas notifié. La règle générale qui est retenue, c'est que un contrat d'AESH, c'est 24 heures, qu'un AESH mutualisé a maximum 3 élèves et que donc on divise 24 par 3 et on tombe à 8 heures d'accompagnement. Dans la pratique, c'est pas forcément vrai. Si le nombre d'heures n'est pas notifié dans la notification, en fait, c'est le pilote du PIAL, enfin, c'est l'équipe de suivi de scolarité et le PIAL qui vont attribuer un certain temps. Et en tout cas, également aussi, normalement, en prenant en compte les difficultés de l'élève, s'il a plus de difficultés dans une matière ou une autre, de la présence de l'AESH sur ces matières-là. Et ensuite, il y a un AESH qui est collectif, qui est spécifique sur le dispositif Ulysse, donc qui est une personne qui est présente dans la classe pour l'ensemble enfin, qui est présente dans le dispositif et qui accompagne les élèves du dispositif Ulysse lorsqu'ils sont dans la classe, dans la salle de classe Ulysse. Cet AESH n'est pas notifié, il est implicite dans la notification orientation Ulysse. Donc, il est présent de fait dans la classe. Voilà. Donc, la notification MDPH, elle, je l'ai dit, elle indique la modalité d'intervention de l'AESH. Individuelle, soit le nombre d'heures est notifié. Parfois, quand le nombre d'heures n'est pas notifié, il y a écrit sur la totalité du temps scolaire ou sur la totalité de la présence à l'école. Mutualisé, voilà, généralement, le nombre d'heures n'est pas notifié. Et collectif, il n'est pas notifié, il est présent dans les dispositifs Ulysse. Alors, j'avais la question, comment ça se passe quand la MDPH et l'Éducation nationale ne sont pas d'accord? Et comment les parents peuvent recueillir quand ils ne sont pas d'accord avec l'affectation d'un AESH? Alors, c'est l'affectation, c'est la notification MDPH qui fait foi. Donc, si l'Éducation nationale propose un AESH mutualisé à un élève qui a une notification d'AESH individuel, les parents peuvent faire valoir le fait que leur enfant est mal accompagné en classe. Si l'enfant n'a pas, par exemple, d'AESH et qu'il devrait avoir un AESH qui soit mutualisé ou individuel, c'est la même chose. Si les parents ne sont pas d'accord, par contre, avec ce qui est notifié dans la notification MDPH, ils doivent faire un recours auprès de la MDPH. Donc, je ne sais pas si la personne qui avait posé cette question est là ce soir, et si elle a un cas particulier à poser comme question, et si ça n'a pas répondu, si ça a répondu à sa question. Et j'avais aussi la question, ces 2 accompagnements peuvent-ils se cumuler? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut cumuler, je suppose, un AESH individuel et un AESH mutualisé? Je pense que dans la pratique, non. Enfin, en théorie, non, on ne peut pas. Dans la pratique, c'est pas impossible que pour répondre à une pénurie d'AESH, l'Éducation nationale tente sur une notification, par exemple, d'une dizaine d'heures, de 10 heures, qui puisse affecter un AESH individuel que sur 8 heures et qu'ils affectent un mutualisé sur 2 heures qui restent. Dans ces cas-là, c'est la même chose. Si l'élève n'a pas le nombre d'heures qui est notifié d'AESH individuel, si c'est un AESH individuel qui est notifié,
il faut le faire valoir et il faut bien faire valoir ces droits-là en rappelant à l'Éducation nationale son obligation de moyens par rapport à la notification de la MDPH. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à intervenir. Oui, il y a Monsieur Fardeau Alexandre qui demande est-ce qu'on peut cumuler l'AESH et l'IME? Alors, dans la pratique, si l'enfant est scolarisé en interne dans l'IME, généralement, c'est plutôt des accompagnements qui se font en interne. Par contre, si l'enfant est scolarisé à temps partiel en IME et à temps partiel en milieu ordinaire, là oui, on peut cumuler les deux, effectivement. Et oui, c'est une question. La MDPH, elle notifie une orientation IME et peut compléter avec une notification AESH, du coup, en milieu ordinaire. D'accord. Oui, ça, je vais en reparler aussi plus loin. Alors, ça dépend des MDPH. Il y a des MDPH en France qui refusent maintenant de faire une double notification. Mais dans la pratique, vu le manque de place en IME, souvent il y a une double notification parce que les enfants ne peuvent pas aller à temps plein en IME ou en attente d'une place. Il y a une deuxième notification qui fait foi pour pas qu'il y ait d'enfants sans solution. Mais ça, je vais en reparler un peu plus loin. Ouais. Et en dispositif Ulysse, est-ce que c'est faisable également? Alors, c'est faisable également. Il y a une jurisprudence. Effectivement, l'Éducation nationale, à un moment donné, disait, ben non, on a un ESH collectif. Donc, les élèves du lycée, ils ne doivent pas avoir besoin d'un AESH individuel. Or, il y a certains tribunaux qui ont donné raison à des parents et à la MDPH qui avaient notifié une présence d'élèves en Ulysse qui auraient besoin de plus d'aide et donc d'avoir un AESH individuel en dispositif Ulysse. Donc ça, c'est possible. D'accord. Et ça, on peut le faire en recours également si on n'a pas cette notification? Enfin, Voilà. ouais. D'accord. Si la MDPH n'a pas notifié l'accompagnement individuel en plus de l'orientation Ulysse, oui, vous pouvez faire un recours. D'accord. Très bien. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les enseignants, enfin dans mon cas, par exemple, me disent que c'est pas approprié s'il est en Ulysse d'avoir une AESH en plus. Alors que finalement, c'est le milieu ordinaire, enfin, c'est la classe en milieu ordinaire qui pose le plus de soucis, enfin, où il aurait plus besoin Oui. en tout cas. Oui, parce que, alors en plus, notamment parce que, justement, quand l'élève est sorti du dispositif Ulysse, alors il peut absolument être accompagné dans le dispositif Ulysse avec un AESH individuel aussi, mais effectivement, quand l'élève sort de son dispositif Ulysse, il va en classe d'inclusion, et c'est souvent à ce moment-là qu'il a besoin d'un AESH, et l'AESH collectif ne sort pas du dispositif Ulysse, et donc il ne peut pas l'accompagner. Donc souvent, c'est vrai que c'est là où il a besoin de ça. Et c'est là-dessus que vous pouvez argumenter dans votre recours auprès de la MDPH pour expliquer ce besoin-là. Bon, très bien. Ça me donne des billes. Oui. Merci. Après, voilà, si jamais vous avez des questions, vous pouvez demander à Constellation mon email et je pourrais vous trouver aussi les textes de jurisprudence qui font quoi. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, donc l'accompagnant de l'élève en situation de handicap, il a des missions qui sont définies dans une circulaire qui définit vraiment toutes ces missions. Donc, il y a plusieurs missions. Il y a 3 grands types de missions particulières que l'AESH doit assurer. La première, c'est les actes de la vie quotidienne. Donc, c'est dans les textes, assurer les conditions de sécurité et de confort de l'élève, aider aux actes essentiels de la vie, favoriser la mobilité. Donc, par exemple, changer la protection d'un enfant qui n'a pas acquis la propreté ou l'accompagner aux toilettes, ça fait partie des missions de l'AESH. J'ai souvent entendu que les AESH faisaient valoir ou que les enseignants faisaient valoir que ce n'était pas le rôle de l'AESH de changer une couche ou d'accompagner l'élève aux toilettes. Si, ça rentre tout à fait dans ces missions qui sont définies par cette circulaire. Et du coup, ce n'est pas un critère de refus de l'accès de l'enfant à l'école qu'il n'ait pas acquis la propreté. Mobiliser l'élève en fauteuil de son fauteuil roulant vers un siège et vice-versa, ça fait partie des missions de l'AESH. Alors, on reparlera du temps cantine, mais en tout cas, sur les temps où il y a, par exemple, des goûters en classe, aider l'élève à manger ou à préparer
ceux qui sont goûtés par exemple, ça fait partie des missions de l'AESH. Les seules missions qui ne sont pas du ressort de l'AESH sur les actes de la vie quotidienne, c'est si ce sont des gestes médicaux. Changer un tube de gastrostomie, ça ne fait pas partie des missions de l'AESH. Là, ça rentre dans le cadre d'un PAI. Et du coup, il y a d'autres interventions qui peuvent être faites. Du coup, je reviens sur les actes essentiels de la vie, sur les conditions de sécurité et de confort. Quand on commence une scolarité ou quand on change d'école ou quand on entrevoit l'arrivée d'un nouvel accompagnant, si vous avez un enfant qui a besoin de vraiment être mobilisé, qui a besoin de quelqu'un voilà, qui doit être manipulé, qui doit être levé, qui pèse son poids, qui doit être levé, qui doit être rassis, etc. Précisez-le quand vous demandez, quand vous faites les réunions, les ESS. Ça vaut le coup parce que ça m'est arrivé aussi d'entendre que la ESH en fait avait des problèmes de dos et on l'a affecté à un élève qui était polyhandicapé, qu'il fallait lever, qu'il fallait soulever, qu'il fallait poser sur le lieu de change, etc. Donc ça a bien précisé en fait les besoins de l'élève pour que la ESH, alors bien préciser à l'Éducation nationale les besoins de l'élève pour que la ESH soit affectée en conséquence. Le deuxième grand axe, oui. Pardon, sur la vie quotidienne, tout ce qui est lacets, boutons, ceinture, ça, en fait, quand on nous dit que c'est pas le rôle, en fait, c'est leur rôle. Okay. Oui. Après, il y a l'accompagnement dans le sens où c'est bien que la ESH apprenne à l'élève à le faire si c'est quelque chose qui peut être acquis. Si c'est quelque chose qui ne peut pas être acquis, elle ne va pas le laisser complètement déshabillé. Ça fait partie de ses missions. Oui, c'est ça, mais elle grogne souvent, donc c'est pour ça. Oui. Mais ça, il faut renvoyer effectivement à cette circulaire-là. Vous aurez dans l'impression, dans les notes des diapos, vous aurez la référence de cette circulaire. C'est une circulaire de l'Éducation nationale et c'est elle qui définit ses missions, donc c'est dans ses missions. Merci. Je vous en prie. Non, je reviens en arrière. Donc le deuxième axe, c'est l'accès aux activités d'apprentissage. Donc ça, c'est quand même aussi ce qu'on demande à l'ESH en majorité. Donc c'est la stimulation dans les activités sensorielles, motrices et intellectuelles, l'utilisation des supports adaptés pour l'accès aux activités. Alors l'utilisation, pas la création. On ne demande pas aux AESH de créer les supports adaptés, mais par contre, on demande de pouvoir les utiliser pour permettre à l'élève d'accéder aux activités. Contribuer à l'adaptation de la situation d'apprentissage, donc d'accompagner l'élève à se mettre en situation pour apprendre. Pour un élève, par exemple, qui a des troubles de l'attention, voilà, mettre une petite routine en route pour rappeler, hop, on se concentre, on met un timer, etc. Ça, c'est des missions de l'AESH. Faciliter l'expression de la communication pour des élèves qui n'auraient pas forcément accès à la parole ou un accès difficile. Soutenir l'élève dans la compréhension et assister à la prise de notes si c'est nécessaire, quand il y a un besoin. Et donc, voilà, c'est bien précisé dans la circulaire, en fonction de l'élève, de son handicap, de ses possibilités et de ses compétences. Donc, en fait, l'AESH, avec l'enseignant, doivent prendre la mesure des difficultés de l'élève, mais ça aussi, ça fait partie aussi du rôle de l'équipe éducative et des professionnels qui pourraient intervenir ou des bilans des professionnels qui pourraient éclairer l'enseignant et l'AESH pour prendre la mesure de ses difficultés, mais aussi, elle doit prendre la mesure de ses compétences. Le but de l'AESH, c'est pas de faire à la place de l'élève quand il peut faire, c'est de favoriser son autonomie. Il y a une rencontre une fois par an, je vais en parler juste après, qui est prévue entre enseignants, AESH et famille. Elle est souvent là, cette rencontre, pour justement aller dans ce sens, pour définir ses capacités, ses compétences, et là où effectivement l'élève peut avoir besoin d'un AESH pour le pousser un peu plus loin. Ça permet, cette réunion permet à l'équipe éducative de connaître les forces et les faiblesses de l'élève et de savoir comment l'aider au mieux. Le troisième pilier des missions de l'AESH, c'est les activités de la vie sociale et relationnelle. Donc ça fait de participer à la mise en œuvre de l'accueil et de participer à l'inclusion de l'élève dans son groupe classe. Favoriser la participation et la communication avec ses pairs.
sensibiliser l'environnement au handicap de l'élève. Alors, c'est pas forcément révéler la pathologie, parce que ça aussi, on a parfois des AESH qui disent « Ah oui, mais il a ça, ça, ça ». Non, c'est simplement sensibiliser dans l'environnement qu'on est tous différents et que dans la classe, il peut y avoir des élèves qui ont besoin de plus d'aide dans certains domaines. Contribuer à définir le champ des activités adaptées aux capacités, aux désirs et aux besoins de l'élève, par exemple dans la cour de récréation. Favoriser la participation de l'élève dans le dialogue et aux jeux de récréation, ça fait partie des missions de l'AESH. Alors, effectivement, il n'y a rien qui est prévu vraiment clairement sur les pauses des AESH. L'AESH qui fait sa pause pendant la récréation, ça dépend des besoins de l'élève. Un élève qui va avoir besoin d'être mis en relation pendant la récréation ou un élève qui va avoir besoin d'être surveillé sur la mise en relation pendant la récréation, il faut que l'AESH soit présent pour favoriser les échanges ou comment dire, réguler les échanges aussi. Donc la mission de l'AESH, c'est aussi d'être présent lors des récréations. Donc cette rencontre de rentrée, elle est prévue depuis la loi de 2019 sur l'école de la confiance. Normalement, elle doit se faire au cours du premier trimestre. Ce qui est dit, en fait, c'est on laisse le temps à l'enfant de rentrer en classe, de s'intégrer à la classe, à l'enseignant et à l'AESH de découvrir, de connaître un peu l'enfant, pour qu'ils aient, pour qu'ils puissent poser des questions pertinentes lors de cette rencontre. L'idée, c'est quand même de la faire avant les vacances de Toussaint, parce qu'après, ça fait quand même tard. Premier trimestre, si on le fait en décembre, on a quand même perdu un sacré nombre de semaines depuis la rentrée pour mettre en place quand même quelque chose qui va être moteur pour l'enfant. Donc, si ça, vous n'avez pas une rencontre qui est prévue entre l'AESH, l'enseignant et les parents, vous pouvez la demander. Vous pouvez l'exiger. Elle est dans le code de l'éducation nationale. Et que l'AESH soit présent au même titre que l'enseignant dans cette réunion-là. Donc, elle permet d'apporter des éléments importants sur la compréhension de l'élève et d'adapter les gestes professionnels de l'enseignant et de l'AESH. Ça permet de... Enfin, l'enseignant et l'AESH sont censés travailler aussi déjà de concert et s'organiser entre eux sur quel est le rôle de chacun et qui va apporter quoi, et l'enseignant va piloter va piloter pédagogiquement ce que va faire l'AESH avec l'élève. Il faut savoir que cette rencontre de rentrée, elle ne se fait pas tout le temps, donc ça, vous pouvez l'exiger. Et il n'empêche elle n'empêche pas non plus les parents de rencontrer l'AESH à d'autres moments. Aucun texte n'interdit aux AESH de rencontrer les parents. Tout ce que l'AESH a, c'est un devoir de réserve envers l'éducation nationale, qui est son employeur. Et elle a un devoir l'accompagnant a aussi un devoir de réserve envers les enseignants et les parents. Donc voilà. Il bien aussi entendu, j'en entends beaucoup parce que voilà, j'accompagne beaucoup de familles, mais j'ai aussi entendu l'enseignant refuse que je rencontre l'AESH de mon enfant. L'enseignant n'a pas, il n'y a aucun texte qui dit que les parents ne doivent pas rencontrer l'AESH. L'enseignant n'est pas dans son rôle, n'est pas dans son droit de refuser l'accès des parents à l'AESH de façon régulière. Dans la même limite, dans l'autre sens, il y a un devoir de réserve envers des parents vers l'AESH comme vers l'enseignant. Voilà, tout est question d'équilibre. Il faut savoir que ce principe de participation commune des parents, de l'AESH et de l'enseignant, ça fait partie, c'est au centre de la loi de 2019. C'est vraiment un principe de coéducation. C'est-à-dire, la loi de 2019 sur l'école de la confiance a fait re-rentrer un peu le rôle des parents comme partenaire de l'éducation nationale et des enseignants dans l'éducation des élèves. Et bonjour. Et ça, en fait, c'est parce que par exemple, moi, j'avais pas connaissance de ça. En fait, qui c'est qui devrait être à l'initiative de cette réunion? Alors, normalement, ça devrait être l'école. D'accord. Qui devrait être à l'initiative de cette réunion. Mais si vous pouvez chercher dans cette loi sur l'école de la confiance, vous allez trouver les textes, et comme elle est inscrite dans la loi, l'enseignant ne peut pas la refuser. Ça peut se faire de manière assez informelle. C'est pas une équipe de suivi de scolarité.
Oui, pas une c'est ce que ESS. j'entends. C'est vraiment c'est comme un rendez-vous, vous demandez un rendez-vous avec l'enseignant pour faire le point sur votre enfant et l'AESH a tout à fait le droit d'être présente lors de cette réunion. L'enseignant ne peut pas refuser la présence de l'AESH puisque cette réunion-là est prévue dans la loi. Ok. Mais souvent, effectivement, c'est aux parents de la demander. Oui, effectivement. Ouais, Voilà. Merci beaucoup. C'est Donc, ce je vous qu'on laisserai appelle regarder. pardon Magali, c'est ce qu'on appelle une équipe. Enfin, c'est à l'initiative des parents si on voit que l'école ne propose pas. Mais c'est de dire, par exemple, il n'y a pas forcément besoin d'une ESS parce qu'à l'ESS, il y a besoin de l'enseignant référent à ce rendez-vous-là. Et en fait, c'est une équipe pluridisciplinaire. Demandez la rencontre de... Toi, tu appelles ça la rencontre de rentrée. Et nous, on appelle ça une équipe de suivi, en fait. Voilà. Et D'accord. ça peut être demandé en présence de tout le monde, en fait. Le parent, le prof, l'AESH, et puis effectivement, l'équipe qui suit s'il y a un CESAD de mis en place ou tout ça. Ouais. Oui, un CESAD ou un psychomotricien, c'est bien quand même qu'il soit présent aussi. Ouais. Dans la loi, ce qui est inscrit, c'est enseignant AESH par an. Après, effectivement, c'est à la discrétion de l'ensemble des acteurs de faire participer. La différence, justement, sur l'équipe de suivi de scolarisation, c'est qu'il n'y a pas non plus de document à destination de la NDPH qui sort de cette réunion. C'est vraiment informatif pour l'enseignant et l'AESH de savoir comment travailler avec l'enfant. Donc, c'est vrai que la présence parfois du CESAD ou d'un psychomote ou d'un orthophoniste peut être intéressante en vue de mieux cerner l'élève pour l'enseignant et l'AESH. Et moi, j'appelle ça rencontre de rentrée parce que l'important, c'est aussi que ça se fasse assez rapidement après la rentrée, quoi. Il y a Angélique et Julien qui demandent, lorsqu'on a la chance d'être accompagné par un CESAD, peut-on quand même avoir une réunion de rentrée? Donc oui, cette année, cela s'est fait sans la présence des parents. Bon, du coup, ça me paraît un peu bizarre. Alors la présence des parents moi je trouve ça quand même assez limite parce que les professionnels discutent entre eux. Le parent est quand même le responsable légal, c'est le représentant légal de l'élève. Pour moi, alors si ça se fait sans que les parents le sachent, il faut le faire savoir que vous auriez voulu être au courant de la réunion et que vous auriez voulu être présent. Et en tout cas, il ne peut rien ressortir de cette réunion qui est décisionnaire. Ça, c'est certain, puisque la présence des parents, elle est requise. Voilà. Après, ça peut arriver qu'effectivement, le psychomotricien vienne dans la classe pour discuter avec l'enseignant. Bon, voilà. Mais effectivement, comme ça, une réunion qui est organisée avec le CESAD et les enseignants sans que les parents soient présents, c'est un tout petit peu limite. Oui, je trouve ça limite aussi. Ouais. C'est important que les parents soient pris en compte dans la prise en charge de... Nous étions informés de la date et on ne nous a pas proposé de participer. Ouais, ça me paraît fou. Ok. Ouais. Bon. Donc dans ce cas-là, oui, vous pouvez demander d'être présent. Ouais. Ou en tout cas, redemander une réunion, quoi. En tout cas. Ou demander une réunion, en tout cas, ou alors ou avoir les résultats, un compte rendu de la réunion, ou des choses comme ça. Et rappeler bien le principe de la coéducation et de l'importance des parents qui est inscrit dans la loi de 2019. Voilà. Oui. Merci Magali. Je passe à la suite. Alors, le choix de l'AESH. Donc, tout à l'heure, je disais, par exemple, on peut émettre des recommandations en direction du coordinateur de ne pas affecter, par exemple, une personne avec des difficultés physiques à un enfant qu'il faut porter. Dans la théorie, le choix de l'AESH, il est fait par le coordinateur PIAL. On reparlera du PIAL tout à l'heure, juste après. Dans la théorie, les parents ne peuvent pas proposer quelqu'un. Dans la pratique, c'est pas si impossible que ça, parce que l'éducation nationale est en manque d'AESH. Donc parfois, dire, en fait, voilà, j'ai une telle personne qui remplit les critères pour être AESH, et qui connaît l'enfant, est-ce qu'elle peut être embauchée en tant qu'AESH? Ça ne vous garantit pas qu'elle sera affectée à cet enfant-là, parce que, pareil, l'affectation d'un AESH à un enfant, elle est faite par le coordonnateur. Donc, il y a des cas où, effectivement, il y a eu des parents qui ont pu faire entrer quelqu'un en tant qu'AESH. Et je parle vraiment du statut AESH, c'est-à-dire financé par l'éducation nationale, sous contrat avec l'éducation nationale.
Il y a d'autres exemples où, par exemple, sous convention avec l'éducation nationale, c'est un éducateur qui peut accompagner l'élève. C'est notre cas. On a une éducatrice spécialisée qui accompagne notre fils en classe, sous convention avec l'éducation nationale. Ça a été très compliqué pour, pour le faire valoir, mais à partir du moment où, on a pu expliquer pourquoi et faire valoir que ça passait mieux qu'avec un AESH et que ça facilitait la vie des enseignants, c'est passé un peu plus facilement. Mais là, je parle vraiment du choix de l'AESH en tant que salarié de l'éducation nationale. Alors, les PIAL, du coup, les PIAL, ce sont les pôles inclusifs d'accompagnement localisés. Donc, ils ont été créés par la loi École de la confiance en 2019 et c'est une nouvelle forme d'organisation des AESH où les AESH étaient organisés par département au niveau des services départementaux de l'éducation nationale avec un coordonnateur. Aujourd'hui, il y a plusieurs PIAL, donc il y a plusieurs pôles par département et ces AESH sont donc sectorisés. Alors l'avantage pour les AESH, c'est que ils ont un secteur qui est donné et dans lequel ils vont rester, qui est plus petit que l'échelle du département. Le PIAL mobilise l'ensemble des personnels de l'équipe pédagogique et éducative, c'est-à-dire qu'un PIAL, c'est aussi les enseignants référents, c'est aussi les psychologues scolaires. Voilà, ça mobilise en fait un ensemble d'acteurs qui identifie les besoins pédagogiques des élèves et qui met dans les textes, qui identifie les besoins pédagogiques des élèves et qui met en œuvre les réponses adéquates. Et le PIAL peut avoir des appuis du professionnel du médico-social. Généralement, c'est les pôles, c'est des PCPE, pôles, j'en reparle après, je ne me souviens plus de l'acronyme. Mais souvent, voilà, il y a les CESAD aussi qui peuvent intervenir dans les PIAL. Comment ça fonctionne? Avant la rentrée scolaire, le coordonnateur du PIAL, donc il y a un coordonnateur et un directeur. Généralement, le directeur du PIAL, c'est un directeur d'établissement et le coordonnateur du PIAL, c'est souvent un enseignant référent. Le coordonnateur du PIAL recense les besoins en accompagnement qui ont été notifiés par la CDAPH ou en cours de notification et qui réalise une estimation des besoins pour l'année scolaire qui vient. Donc, le coordonnateur PIAL, il dit, bon, l'année prochaine, en fait, je vais avoir tant d'élèves qui sont notifiés. J'en ai potentiellement, alors il y a des ESS qui ont été faites pour des entrées en cours, des notifications d'AESH qu'on est en attente, donc il projette un peu quand même sur la rentrée scolaire suivante. Et fait une estimation et déclare à l'éducation nationale le nombre d'AESH dont ils vont avoir besoin pour l'année scolaire. Ces AESH sont préaffectés et recrutés si nécessaire par l'éducation nationale pour être disponibles à la rentrée. Au moment de la rentrée scolaire ou lorsqu'ils reçoivent une notification pour les élèves qui viennent d'avoir une notification d'AESH. Sur le papier, ça permet de ne pas avoir d'attente. C'est-à-dire que c'est un pôle dans lequel il y a un pool d'AESH et on va pouvoir mettre à disposition un AESH dès qu'un élève en a besoin. Sur le papier, c'est même en anticipation d'une notification. À partir du moment où il y a une équipe de suivi de scolarité qui dit on va demander un accompagnant parce qu'on en a besoin, le PIAL devrait être en mesure de donner un AESH à un élève. Ça, c'est vraiment sur le papier parce que dans la pratique, en fait, comme l'estimation se fait sur une année scolaire et qu'il y a des élèves qui arrivent en cours d'année avec un besoin de notification, il y a souvent du besoin qui n'est pas rempli par le PIAL et du coup, ils vont en plus pas mettre d'AESH à des élèves qui ne sont pas notifiés. Donc, sur le papier, c'est censé être plus réactif. Et pouvoir mettre des réponses adéquates très rapidement à un élève qui en aurait besoin. Dans la pratique, c'est beaucoup plus figé que ça. Le PIAL devrait pouvoir répondre également en fonction de l'évolution du besoin des élèves. Un élève qui aurait un certain nombre d'heures notifiées, mais qui finalement se révélerait avoir besoin de plus, le PIAL devrait pouvoir remplir cette mission de dire il a besoin de plus d'heures, on va l'accompagner de plus d'heures. Ou pour faire accompagner un élève sur des périodes qui sont un peu particulières, comme des sorties scolaires, des périodes de stage, et
et également remplir, comment dire, pallier les absences d'AESH en maladie, etc. Ça, c'est la source de l'éducation nationale. Donc là, je vous ai mis une petite infographie de l'éducation nationale là-dessus, sur la création des PIAL. Donc il est bien dit, votre enfant est accueilli à l'école et accompagné sans délai. On n'attend pas la notification. L'idée, c'est de ne pas attendre la notification de la MDPH pour mettre en œuvre un accompagnement, pour avoir une meilleure réactivité. Dans la réalité, il y a un peu plus de réactivité parce que les PIAL sont plus proches du terrain. Donc, c'est souvent les enseignants référents ont une meilleure connaissance plus précise parce que c'est un territoire qui est plus petit des élèves. Mais si on part sur une année scolaire avec un pool d'AESH, on a un risque de mutualisation qui est très grand. C'est-à-dire que à un moment donné, s'il y a plus d'élèves qui vont être notifiés, de plus en plus d'élèves qui vont être notifiés en individuel et que l'éducation nationale n'a plus de moyens sur l'année scolaire pour avoir des AESH supplémentaires, qu'est-ce qu'on risque? On risque de devoir mutualiser ces AESH. Ça, c'est vraiment mathématique. Hein, quand il y a 10 personnes pour 10 élèves, ça se passe bien. Quand il y a 10 personnes pour 15 élèves, il va falloir mutualiser, il va falloir qu'ils se divisent. Donc, dans la réalité, on se rend compte que le PIAL n'est pas si réactif que ça et qu'il engendre des problèmes structurels qu'il n'y avait pas finalement pas tant avant. Il y en avait des problèmes de recrutement, d'AESH, etc. en cours d'année, mais ça a l'air de aujourd'hui être beaucoup plus rigide. Là, je vais vous citer un texte du SNU-IPP sur le PIAL. Le PIAL, sans passer la ligne rouge d'une remise en cause directe de la loi de 2005, cherche à donner un droit de regard aux acteurs de l'éducation nationale sur les mesures de compensation décidées par les MDPH. En cherchant à promouvoir le plus possible l'accompagnement mutualisé au détriment de l'accompagnement individualisé, on peut craindre que le PIAL n'aboutisse à une mise en concurrence des élèves en situation de handicap, notamment en cas d'absence d'un AESH. Donc ça, c'est le SNU-IPP, qui est un syndicat enseignant, qui fait cette remarque sur les PIAL. Aujourd'hui, les dispositifs PIAL, il y en a partout en France, et tous les AESH dépendent d'un PIAL. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce point-là, sur le fonctionnement du PIAL et sur le fonctionnement de l'affectation des AESH. Il n'y a pas de questions en ligne. Ça a l'air d'être assez clair, Magali. Ouais. Je vais en ouais. poser une. Si on s'aperçoit, par exemple, en classe Ulysse, qu'il y a un besoin sur les inclusions, on peut faire appel au PIAL pour dire là, il y a un besoin et demander ça en ESS, par exemple, en disant Oui, ça passe de toute façon par l'enseignant référent. D'accord. Mais effectivement, il faut faire remonter le besoin à l'enseignant référent. De toute façon, il faudra que ça passe en ESS pour que ça puisse être notifié par la MDPH, puisqu'il faudra un GEVASCO à l'issue d'une ESS pour appuyer un dossier de demande d'AESH. Mais effectivement, et c'est voilà, normalement, le PIAL est fait pour ne pas attendre la notification quand il y a un besoin. Dans la pratique, il faut qu'ils aient des AESH qui soient disponibles. D'accord. Voilà. Ok, si vous avez des questions en route, hein, vous n'hésitez pas, je vais passer à la suite, mais si vous avez encore des questions, de toute façon, on va reparler aussi de la présence de l'AESH. Vous n'hésitez pas à revenir même en arrière sur ces questions-là. Donc, au niveau des recours, qu'ils soient au niveau de la MDPH ou de l'éducation nationale, comment ça se passe? Alors, sur le volet de scolarité, la MDPH, elle établit une notification d'orientation et le plan personnalisé de scolarisation. J'en avais parlé un peu dans le premier webinaire et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un gros flou sur le plan personnalisé de scolarisation. Alors, je l'ai bien précisé parce que c'est très, très important et c'est vraiment un point clé de la scolarisation des élèves en situation de handicap et vraiment, je voulais vraiment mettre le focus dessus parce que c'est très important.
Les orientations scolaires qui peuvent être notifiées par la MDPH, donc on va avoir le milieu ordinaire avec accompagnement, parce que si c'est du milieu ordinaire sans accompagnement, il n'y a pas de notification particulière, l'élève va en classe normalement. La MDPH peut notifier une classe spécifique, un dispositif spécifique, une unité d'enseignement maternel, par exemple autisme ou polyhandicap, une unité élémentaire d'enseignement, pareil, autisme ou handicap, une ULIS, etc. Elle peut notifier une orientation dans le milieu médico-social, donc IME, IEM, IEM Pro, etc. C'est SAD. Et ces notifications, elles peuvent être mixées. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a des MDPH qui refusent de faire une double notification. Et donc, qui disent c'est médico-social ou rien, c'est milieu ordinaire ou rien, etc. Dans la pratique, effectivement, face à la réalité du terrain, souvent, ces notifications, elles sont mixées parce que, ben voilà, des élèves qui ne peuvent pas aller à temps plein en IME parce qu'il y a des manques de place. En attendant, ils ne peuvent pas ne pas être scolarisés puisqu'ils sont en obligation scolaire et donc il faut bien que l'école les accompagne. Et comme ils ont besoin souvent d'un accompagnement, il y a besoin d'une notification spécifique avec AESH. Donc on pourrait avoir, effectivement, on peut avoir une orientation en milieu scolaire avec un accompagnement sur temps d'heures, donc avec AESH sur, disons, 10 heures par exemple, et le reste présence soit en classe spécifique, soit en médico-social. L'orientation scolaire, elle est demandée par les parents, donc je l'ai bien mis en gras. Elle est demandée par les parents. C'est pas l'équipe de suivi de scolarité qui décide de l'orientation scolaire. C'est les parents qui en font la demande auprès de la MDPH. La MDPH évalue le dossier que font les parents et le GEVASCO qui sort de l'équipe de suivi de scolarité fait une proposition à la commission et la commission statue. Cette notification se fait sur demande et avec l'accord des parents. Une orientation ne doit jamais s'imposer aux parents. Ce qui est certain, c'est que cette notification, elle s'impose aux établissements. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir une place en IME si on n'a pas une orientation de médico-social. Mais par exemple, si on a une notification ULIS, elle s'impose à l'éducation nationale en disant bon, j'ai une notification ULIS, mon enfant doit aller en ULIS. J'ai une notification de milieu ordinaire avec un accompagnement avec un AESH, l'éducation nationale a une obligation de moyens, etc. Donc cette notification, elle s'impose aux établissements, mais pas aux parents. Les parents ont toujours d'autres choix possibles. Par exemple, la scolarisation au domicile ou dans un établissement scolaire qui accepterait l'enfant sans tenir compte de la notification MDPH. Ça peut arriver dans le privé qui n'est pas sous contrat avec l'État. On peut très bien ne pas prendre en compte la notification de la CDAPH. Le libre choix d'éducation par les parents est inscrit dans la Constitution, puisqu'il est inscrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est ratifiée par la France et donc qui a force de loi en France. Seul un juge aux affaires familiales pourrait forcer les parents à appliquer une notification. Mais pour le coup, là, ça va quand même assez loin, puisque c'est aussi déchoir les parents de leur autorité parentale. La liberté d'éducation, donc c'est un principe qui est fondamental et qui est que si vous voulez scolariser votre enfant à domicile, vous avez le droit de le faire, si vous justifiez de tout ce qu'il faut pour le faire. Voilà, c'est un peu particulier, mais parce qu'il y a quand même des... l'État est garant de l'obligation scolaire des élèves, et donc, si les parents doivent scolariser à domicile les élèves, ils doivent prouver qu'ils ont les moyens de leur fournir une scolarité. Voilà, donc j'appuie bien sur le fait que c'est pas parce que vous avez une notification CDAPH qui dit que votre enfant doit aller en IME, par exemple, et que vous voulez qu'il soit scolarisé en milieu ordinaire avec accompagnement. Là, alors, ce qui est sûr, c'est que si vous n'avez pas une notification d'AESH, il ne pourra pas avoir d'accompagnement, mais ça n'interdit pas sa présence en école ordinaire. Je donne cet exemple-là parce que c'est le plus classique. À l'inverse, forcément, si l'élève a une notification milieu ordinaire avec accompagnement, mais pas d'orientation médico-sociale, vous ne pourrez pas faire valoir auprès d'un IME l'entrée de l'élève dans le médico-social. Généralement, ça se passe plutôt dans l'autre sens, c'est plutôt dans l'autre sens que c'est compliqué.
J'ai une petite question de Monsieur Fardouet. Oui. Si pas de notification mixée, on fait une nouvelle demande MDPH pour avoir l'accompagnement mixé. Mais du coup, oui, il y a la possibilité de faire un recours, mais pas 2 ans après, parce que la deuxième question, c'est OK, mais 2 ans après la première notification. En fait, on peut redemander à chaque ESS. Alors, on Ouais, peut redemander, oui. On peut redemander, et j'ai même l'expérience de familles qui ont fait la demande de retour à l'école ordinaire, en milieu ordinaire, après une période 100% IME. Donc, le chemin inverse est possible aussi. C'est vraiment la liberté d'éducation des parents. Ça peut très bien être effectivement une sortie soit partielle, soit totale de l'IME pour retrouver un milieu ordinaire. Ouais. On n'est pas obligé d'attendre les fins de notification, des fois où il y a des notifications d'orientation qui sont sur 2 ou 3 ans. On n'est pas obligé d'attendre la fin de notification Non. pour voilà, réévaluer, refaire une demande auprès d'une nouvelle ESS pour réévaluer vos désirs d'orientation pour votre enfant. C'est bien ça. Exactement. Okay. Exactement. J'en reparlerai de toute façon au 3e webinaire qui sera vraiment spécifique sur l'équipe de suivi de scolarité. Le fait que, en fait, ce soit les parents qui ont l'autorité parentale et qui ont la décision et la liberté d'éducation de leur enfant, elle joue. Même si une équipe de suivi de scolarité dit votre enfant, il n'a rien à faire à l'école, il doit aller à un IME ou autre chose, et que vous ne le souhaitez pas, c'est vous qui avez l'autorité. Et donc, vous pouvez toujours ajouter, alors demandez à ajouter soit dans le GVASCO, votre partie, il y a une partie normalement qui est réservée aux parents, soit par courrier simple à la MDPH en amendant un dossier MDPH ou en créant un nouveau dossier MDPH pour demander une réévaluation de vos droits et d'écrire sur le projet de scolarité ce que vous souhaitez pour votre enfant. Ça, c'est toujours possible de faire réexaminer les droits, même si on n'est pas arrivé effectivement à la fin de la notification. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on doit le refaire, par contre. À la fin de la notification, par contre, tout s'arrête et là, il faut anticiper une fin de notification pour soit renouveler des droits, soit changer l'orientation. Il m'était passé quelque chose en tête et je ne me souviens plus, mais je vais de toute façon en reparler plusieurs fois. Hein. C'est vraiment l'importance de la décision. La décision finale, c'est celle des parents. Oui, c'est ce que je pensais tout à l'heure, je vous parlerai du zéro sans solution et du coup d'une possibilité effectivement de sortir de la simple notification. Donc le plan personnalisé de scolarisation, c'est la deuxième chose qui est notifiée par la MDPH. C'est un document qui définit les modalités de scolarisation pour chaque élève. Donc elle est vraiment personnalisée, c'est le deuxième P. La MDPH, l'équipe pluridisciplinaire qui étudie le dossier propose un plan personnalisé de compensation. Donc là, le plan personnalisé de compensation, il va prendre tous les volets de la vie en compte, notamment par exemple le choix, la demande d'AEH ou de PCH, etc. Le plan personnalisé de scolarisation, c'est une sous-partie de ce plan personnalisé de compensation. Et donc qui est aussi proposé par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH et qui est validé par la commission. Ce n'est pas l'école qui rédige le PPS, c'est l'équipe pluridisciplinaire, malgré le fait qu'il s'appuie quand même sur les observations de l'école via le GVASCO, puisque l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, elle ne connaît pas l'enfant. Tout ce qu'elle a en sa possession, c'est le GVASCO et votre dossier MDPH. Donc avec ça, et le certificat médical du médecin. Donc à partir de ça, l'équipe pluridisciplinaire doit constituer un projet personnalisé de scolarisation. Dans ce projet personnalisé de scolarisation, il y a les besoins de l'élève, notamment en termes d'aménagement, que ce soit des aménagements pédagogiques, que ce soit des aménagements d'accompagnement, donc AESH, que ce soit des aménagements des enseignements dans tout ce qui va être adaptation du temps scolaire, aménagement particulier, besoins particuliers dans la classe, par exemple, de pouvoir avoir un coin tranquille, par exemple, d'avoir besoin, enfin, le besoin d'avoir de matériel pédagogique particulier, voire la notification, par exemple, d'un ordinateur si c'est nécessaire.
Le PPS, il est établi quel que soit le mode de scolarisation de l'élève. Si l'élève est en milieu médico-social, il doit avoir un projet personnalisé de scolarisation puisqu'il est censé être scolarisé, puisqu'il est en obligation scolaire. Donc, on a encore beaucoup, aujourd'hui ça évolue, mais on a encore beaucoup d'IME dans lesquels certains enfants n'ont pas accès à une unité d'enseignement. Le fait d'avoir un PPS qui est rédigé, il fait valoir ce droit. Donc, vous aurez des références dans la présentation. Il y a un modèle qui est défini par arrêté pour ce projet personnalisé de scolarisation. Donc, il y a divers points, en fait. Il comprend la mention de l'établissement dans lequel est scolarisé l'élève, les objectifs pédagogiques qui sont définis par référence au socle commun de connaissances. Et donc là, je vais parler de la PAOA. Je vais en parler juste après. De la programmation adaptée des objectifs d'apprentissage. Donc, le projet de personnalisé de scolarisation, le plan personnalisé de scolarisation, il va, en termes d'objectifs pédagogiques, il va pouvoir définir des objectifs pédagogiques spécifiques. Donc, plus le GVASCO sera précis, plus le dossier MDPH sera précis, plus ce PPS devrait être précis et proposer une adaptation des objectifs d'apprentissage, dans le sens où il y a le socle commun de connaissances, de compétences que doit acquérir chaque élève à l'issue de chaque classe. Il y a un socle commun qui est prévu, le programme, ce qu'on appelle généralement le programme. Pour les élèves en situation de handicap qui ont des difficultés à suivre ce programme-là, on va aller chercher une programmation qui est à la carte, qui n'oblige pas les enseignants à respecter en fait tout ce curriculum qu'ils doivent respecter pour tous les autres élèves. Et parce que ces objectifs-là, ils vont dire on va apporter plus d'efforts ou parce qu'il y a plus de difficultés, par exemple, pour un élève qui est grand dyslexique, on va apporter plus d'efforts justement sur le français, mais on va apporter plus d'efforts, mais on va demander moins d'acquisition de compétences. Et donc, on va se donner des objectifs qui sont raisonnables par rapport aux capacités de l'enfant. Dans ce PPS, il est présent aussi le nombre d'heures d'accompagnant d'AESH. Il est aussi précisé les préconisations utiles à la mise en œuvre du projet de scolarisation. Par exemple, le matériel, ce que je disais tout à l'heure, la présence d'un matériel nécessaire, par exemple. Le projet personnalisé de scolarisation, il est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d'orientation scolaire. Donc, chaque changement de cycle scolaire, il doit être révisé. Et donc, la MDPH doit le modifier ou l'amender. Et si jamais vous faites une demande différente d'orientation scolaire, disons que dans un premier temps, par exemple, vous avez fait une demande de scolarisation ordinaire avec AESH, il y a un PPS qui est, alors on va le voir, censé être présent et donner des objectifs particuliers. Si vous demandez une modification d'orientation et que vous demandez une orientation en IME, par exemple, ce projet personnalisé de scolarisation, il doit être adapté, il doit être revu. Alors là, je vous parle dans la théorie. Pour l'instant, on est encore dans la théorie. Et donc, le PPS, il contient les modalités de déroulement de la scolarisée et il est généralement transmis à la famille et à l'établissement. Enfin, il est normalement transmis à la famille et à l'établissement pour que l'établissement puisse le mettre en œuvre et la famille pour qu'elle soit informée des modalités de compensation dans le milieu scolaire. On a vu tout à l'heure les missions de l'AESH. Typiquement, s'il y a des missions particulières ou un rappel des missions, ça va se trouver dans le PPS. Donc, typiquement, s'il faut que l'AESH accompagne sur les actes de la vie quotidienne, notamment accompagne l'élève aux toilettes, ou assure l'hygiène de l'élève parce qu'il n'a pas acquis la propreté et porte des couches, pour le coup, ça devrait être aussi spécifié dans le PPS.
Donc, l'utilisation d'un matériel pédagogique, ça j'en ai parlé, et donc les aménagements pédagogiques nécessaires, s'il y en a, et c'est là que je vous parle de la programmation adaptée des objectifs d'apprentissage. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cette PAOA, si elle est inscrite dans le PPS, donc dans ce document-là, l'enseignant doit faire une programmation adaptée des objectifs d'apprentissage. Donc, il doit le présenter. Alors, quelque part, il y a des enseignants qui font ça comme une contrainte. Mais il y en a d'autres qui trouvent ça bien parce qu'en fait, ça les affranchit justement du poids de proposer l'ensemble des apprentissages du socle commun à l'élève. Parce que justement, ils vont pouvoir se focaliser sur certains objectifs que l'enseignant juge, parce que ça c'est sa prérogative pédagogique, juge les plus prioritaires. Donc c'est une dérogation à la mise en œuvre des programmes scolaires en vigueur dans leur totalité. Donc les objectifs d'une programmation adaptée des objectifs d'apprentissage, ça va être de définir les objectifs d'apprentissage prioritaires, de définir la manière avec laquelle on va permettre à l'élève d'atteindre ses objectifs. Utilisation de matériel spécifique, utilisation de méthodes spécifiques, accompagnement de l'élève, échange par exemple entre l'AESH et l'enseignant. Ça peut être la coordination aussi entre l'AESH et l'enseignant. Ça permet aussi une évaluation de savoir si ces objectifs sont atteints ou pas. Un élève du coup qui a une programmation adaptée des objectifs d'apprentissage n'est pas tenu d'avoir des résultats scolaires identiques, les mêmes exigences sur les résultats scolaires que sur des élèves qui n'ont pas de programmation adaptée des objectifs d'apprentissage. Et du coup, ça permet quand même aussi une évaluation de ces objectifs, c'est-à-dire que l'enseignant a quand même une obligation, finalement, d'évaluer si sa programmation a été efficace ou pas, si l'élève a appris ses objectifs ou pas. Souvent, si c'est pas réussi, c'est que ces objectifs n'étaient pas réalistes pour cet élève-là. Et la programmation, cette PAOA est revue chaque année scolaire par l'équipe enseignante. Donc ça, c'est vraiment, puisque c'est des objectifs qui sont pédagogiques, ça reste de la prérogative des enseignants. Mais si elle est inscrite au PPS, on peut la demander, en tout cas demander aux enseignants de la mettre en œuvre. Et donc, grosso modo, le PPS, c'est un carnet de route pour l'ensemble des acteurs, que ce soit l'AESH, que ce soit l'enseignant référent pour la présence d'un AESH, que ce soit l'enseignant lui-même, pour assurer la scolarité de l'élève. La valeur du PPS, elle est très importante. C'est le document, parce que j'ai mis un, mais c'est le document opposable en justice à l'éducation nationale. Si le PPS n'est pas respecté, les parents peuvent s'appuyer sur la loi de 2005 pour obtenir le respect du PPS. Donc, par exemple, s'il y a un objectif, une programmation, une PAOA inscrite dans le PPS et que l'enseignant ne vous fournit pas la preuve qu'il a mis en œuvre une PAOA, vous pouvez opposer en justice le fait que l'enseignant, alors en justice, généralement on le fait d'abord au niveau de l'éducation nationale, que l'enseignant n'a pas fait ce qui était écrit dans le PPS. Donc, lorsque le PPS n'est pas respecté, les recours des parents, c'est tout d'abord l'enseignant référent. Si l'enseignant référent n'a pas le pouvoir de le faire, vous pouvez monter plus haut vers l'IENASH, voire le DAZEN, plus haut, donc son responsable hiérarchique, et jusqu'à saisir le tribunal administratif si c'est nécessaire. Bien sûr, on informe aussi quand même le chef d'établissement de la non-implication. Ça, ça c'est donc dans la théorie, s'il y a un PPS et si il y a un PPS qui est cohérent. Souvent, il n'y a pas de PPS et souvent, les PPS sont creux ou vides ou ne contiennent que 2-3 lignes vraiment très succinctes comme AESH sur tant d'heures. Voilà. Donc c'est important. Alors on commence à avoir de plus en plus d'actions collectives et individuelles pour justement que les MDPH respectent cette obligation qu'ils ont de produire un PPS. Que se passe-t-il si la MDPH ne produit pas le PPS?
c'est une obligation pour les MDPH de transmettre ce document. Si l'enfant a entre 3 et 16 ans, il est en obligation scolaire. Et donc, s'il y a une demande particulière dans le dossier MDPH qui concerne la scolarisation, le PPS est obligatoire, doit être produit et doit être fourni aux parents et à l'établissement scolaire au moment de la notification, à l'issue de la commission de la CDAPH. Alors, si le PPS n'est pas produit, il y a énormément de MDPH qui ne fournissent pas de PPS. Je ne sais pas si c'est votre cas dans votre département. S'il n'est pas produit, vous pouvez faire un recours et une demande de nouvelle notification et la présence du PPS. Donc, l'école peut le faire par le GVASCO, donc l'enseignant référent peut le faire via le GVASCO et vous pouvez le faire via un dossier MDPH ou un recours. Également, si le PPS ne contient pas l'ensemble des modalités de scolarisation, par exemple, la programmation adaptée des objectifs d'apprentissage, si vous en avez discuté en ESS, si tout le monde est d'accord que l'élève ne peut pas suivre la totalité du programme scolaire, mais qu'il a besoin justement d'objectifs très précis, très particuliers sur une partie de ce programme scolaire, à ce moment-là, vous pouvez aussi faire un recours auprès de la MDPH pour que ce PPS soit au plus juste des besoins de l'élève. Dans la théorie, alors là, on est dans le cas où la MDPH ne fait pas son boulot, mais dans la théorie, pour le coup, c'est un partenariat aussi avec l'Éducation nationale. C'est aussi, moi, je trouve, l'intérêt de l'Éducation nationale d'avoir un PPS qui est cohérent avec le besoin de l'élève. Parce que souvent, on va voir, si le PPS n'est pas cohérent, on ne va pas avoir une scolarité qui va se passer dans les meilleures conditions. Donc là, voilà, vous pouvez toujours faire un recours auprès de la MDPH pour obtenir ce document et un document qui correspond au plus près aux besoins de l'élève. Et à la base, on doit le demander à qui de prime abord, ce document-là? Alors, la MDPH, c'est la MDPH qui doit le produire. Donc là, aujourd'hui, si moi je le voulais, enfin, concernant, oui, mon enfant, si je le veux, il faut que je fasse un courrier simple. Enfin, qu'est-ce qu'on leur demande, Alors, le PP? vous avez une notification, par exemple, avec une notification d'AESH ou d'orientation scolaire particulière? Oui, aujourd'hui, milieu ordinaire avec Voilà. une AESH. Ouais. Donc, avec cette notification, vous devriez avoir un PPS. Si vous ne l'avez jamais reçu, vous pouvez faire, effectivement, la première chose à faire, c'est un courrier simple. Vous pouvez l'adresser, généralement, il y a un responsable scolarité au niveau de la MDPH. Vous l'adressez à ce responsable scolarité en disant « Je n'ai pas le PPS, je souhaite l'avoir ». D'accord. Si vous avez une fin de non-recevoir en disant « non, on ne l'a pas fait, on ne vous le donnera pas » ou quoi que ce soit, vous pouvez aller, pour le coup, si votre notification, vous êtes encore dans les délais de recours, vous pouvez faire un recours. Sinon, vous pouvez refaire un dossier MDPH les scolarisations, en précisant bien que vous souhaitez avoir un PPS à l'issue du passage en commission. Si ça ne se passe toujours pas, vous pouvez aller plus loin, etc. Donc, chaque fois, c'est toujours la gradation des recours. Hein, vous pouvez aussi, je vais en parler tout à l'heure, aussi faire intervenir un médiateur, une personne qualifiée pour faire le médiateur entre la MDPH et ses obligations et vous. Ok, parce que là, il y a une maman, effectivement, qui met dans le 44, là, on n'a jamais vu de PPS depuis 7 ans, mais Alors oui, ensuite... non, on ne sait pas ce que c'est. Pardon. Oui, mais c'est ça. Alors, et pourtant, c'est le seul document qui est opposable en justice, en fait. C'est vraiment qui a pouvoir sur l'éducation nationale, sur la scolarisation des élèves. Donc, c'est dommage parce que la MDPH, pour le coup, ne renacle pas à faire les notifications et à les faire respecter. Donc, on a des notifications d'AESH sur le temps scolaire qu'on peut tout à fait faire valoir en justice pour que l'élève soit accompagné. Par contre, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce volet-là. Et effectivement, ce volet de PPS avec beaucoup de nuances qui peuvent être apportées sur la scolarisation et qu'on peut opposer à l'éducation nationale. Si on ne l'a pas, en fait, on n'a pas de pertinence à scolariser l'élève, quoi. Enfin, ou en tout cas dans des bonnes conditions. Il y a le PAO, ce dont vous parliez, oui, je trouve ça formidable parce qu'effectivement, aujourd'hui, mon enfant, mais comme je suppose beaucoup d'autres, en fait, effectivement, à la fin de l'année, on n'attend pas les mêmes, les mêmes résultats. Mais en fait, aujourd'hui, moi, je ne sais même pas ce que mon fils devrait, ce qu'on attend de lui, en fait, aujourd'hui. Il va à l'école, ça se passe bien, je suis contente, mais voilà.
Mais voilà. Exactement. Exactement. Et souvent, ça va être, en fait, c'est aussi, parfois, ça peut arranger l'éducation nationale parce que ça peut être, oui, enfin bon, voilà, il est là, il est dans la classe, tout se passe bien, tout va bien, mais ils sont quand même. L'obligation scolaire, elle est aussi pour les élèves en situation de handicap d'apprendre des choses. Et donc, sans oui. ces objectifs d'apprentissage, voilà, l'éducation nationale, c'est facile finalement d'avoir un enfant avec un AESH qui fait son truc dans son coin et puis l'enseignant s'en occupe pas. C'est pas le but. On est bien d'accord. Voilà. Mais c'est souvent le cas. Exactement. Merci. Mais je vous en prie. Le PPS, on le verra. Il y a un document, ça je pourrais vous le mettre, je vous le mettrai avec la présentation de ce soir et le replay. Il y a des documents d'évaluation du PPS en fait, qui sont édités par l'Éducation nationale et qui permettent en fait, de se poser des questions aux équipes éducatives, justement, de dire est-ce que le PPS il correspond bien aux besoins de l'enfant. Et donc, pour chaque niveau, pour maternelle, élémentaire et collège, je ne crois pas qu'il y en ait pour le lycée, mais en tout cas, maternelle, élémentaire, collège, c'est sûr, avec une grille d'évaluation de ce PPS. Donc, carrément, là, en plus, ils ont les outils pour le faire. Donc, ça, je vous mettrai les documents avec parce que c'est intéressant. Parfois, les écoles ne savent même pas que ces documents existent. Très récemment, on a eu une jurisprudence sur le fait que la MDPH refusait de produire un PPS. C'est une cour d'appel qui a rappelé à la MDPH l'obligation de transmettre le PPS. Dans ce litige, la MDPH disait « Je ne suis pas en capacité d'évaluer les besoins de l'élève parce qu'il est dans une situation où je ne peux pas juger. » Le juge a dit, même dans ce cas-là, vous devez fournir un PPS. Vous devez vous baser sur les informations que vous avez sur le certificat médical pour produire un PPS. Donc, les conclusions de la Cour, et qui sont importantes là-dessus, c'est que tout enfant en situation de handicap a le droit de recevoir une évaluation de ses compétences et de ses besoins, ça c'est un droit, et que la MDPH doit prouver pourquoi elle n'est pas en capacité de rédiger le PPS. Donc là, dans la majorité des cas d'élèves en situation de handicap, la MDPH ne peut pas prouver que l'équipe pluridisciplinaire n'est pas en capacité de rédiger le PPS. Sinon, l'équipe pluridisciplinaire n'a pas de pertinence. N'a pas enfin, pourquoi elle existe à ce moment-là? Si elle n'est pas capable de faire son boulot qui est attendu, la MDPH, elle l'a mal constituée finalement, son équipe pluridisciplinaire. Donc là, la justice a obligé la MDPH à prouver pourquoi elle n'était pas en capacité. Donc cette jurisprudence a été très intéressante. On voit dans cette jurisprudence, effectivement, dans cette décision de justice que alors la MDPH n'était pas présente. C'est la Cour d'appel d'Amiens. Et donc c'est la MDPH du Nord qui n'était ni présente ni représentée. Et le juge a prévu une nouvelle audience dans 9 mois. Alors 9 mois, c'est un peu loin, hein. Je trouve que pour le coup, il leur a donné quand même un peu de temps. Mais pour vérifier qu'un PPS aura bien été établi, donc 9 mois, grosso modo, ça fait septembre, hein, puisque la décision était de janvier. La MDPH s'assure que pour la rentrée suivante, il y a bien un PPS qui sera rédigé. C'est toujours mieux que rien. Dans l'idée, c'est d'anticiper et du coup de vous faire comprendre la puissance du PPS. C'est important parce que dès qu'on se rend compte qu'on a une notification et qu'on n'a pas de PPS, il ne faut pas hésiter à le demander. Plus de familles seront au courant de ce point-là, plus les MDPH vont l'automatiser. Alors, j'ai des familles, notamment dans le 77, Seine-et-Marne, je ne sais plus exactement. Merci. Qui sont allés jusqu'au tribunal pour obtenir le PPS et qui ont eu raison, à qui on a donné raison, et où le juge a obligé les MDPH de produire un PPS. En fait, c'est vraiment, pour moi, le PPS, c'est vraiment, ça explique, ça met en valeur et en avant le droit de nos enfants, en fait. Exactement. De reconnaître et d'avoir un suivi et de ne pas dire juste on accueille vos enfants, bon voilà, exactement comme tu disais tout à l'heure, il est dans un coin, il est content, il n'embête personne et ça se passe bien. Non, le PPS, c'est vraiment de dire, en fait, il y a un projet pédagogique, les outils mis en place, et c'est le droit de nos enfants et de parents de montrer à l'éducation nationale et aux gens qui l'accompagnent que nos enfants ont des droits, malgré leur capacité à verbaliser ou
ou être socialement voilà, adapté. Ou, voilà. Mais c'est vraiment un droit, en fait, de reconnaître leurs droits en tant qu'enfant. C'est surtout ça. Exactement. Et tout découle justement de tout ce qui est la Convention internationale des droits de l'enfant et de la personne handicapée. Vraiment, ça, tout découle de ça. Oui, exactement. Il y a une petite question, y a-t-il un PPS en cas de procédure simplifiée? Oui, je pense. Alors, en cas de procédure simplifiée, généralement, souvent, il n'y a pas de changement d'orientation. Donc, normalement, le PPS a dû être produit une fois. Le PPS, il n'est pas obligatoire d'être produit à chaque fois que ça passe en commission, hein. C'est juste quand il y a un changement d'orientation ou un changement de cycle. Donc, généralement, s'il y a une procédure accélérée ou simplifiée, s'il n'y en avait pas avant, moi, je dirais que oui. Mais généralement, si vous faites une procédure simplifiée, c'est que il n'y a pas de changement d'orientation, c'est juste un renouvellement des droits à l'identique. Et donc, à ce moment-là, alors, si vous n'avez pas de PPS et que vous faites un dossier MDPH, je vous déconseillerais de demander la procédure accélérée. Parce que dans ce cas-là, vous ne pouvez pas être reçu en CDAPH. Et si vous voyez que Enfin, voilà. Généralement, plutôt, à ce moment-là, il vaut mieux quand même demander à être reçu, si vous faites un recours, de pouvoir être reçu en CDAPH pour justifier le fait qu'il n'y a pas de PPS. Mais ce n'est pas une impossibilité. C'est pas incompatible, on va dire. D'accord. Ok, merci. Les recours MDPH. Donc, si vous n'êtes pas d'accord non plus avec la notification de la MDPH, vous avez tout à fait le droit de faire un recours. Alors, il faut savoir qu'il y a une réforme de la justice en 2018 et le recours gracieux n'existe plus. Il s'est transformé en fait en recours préalable en RAPO auprès de la MDPH et MDA. Ça ne change pas grand-chose. Le recours préalable, c'est un courrier. Donc, normalement, avec votre notification, vous avez bien l'explication de tous les recours possibles, avec les délais, etc. Le recours préalable obligatoire, donc, c'est un courrier que vous pouvez faire par accusé de recommandé avec un accusé de réception auprès de la MDPH. Tout est expliqué, donc, généralement, dans les notifications à la suite, vous savez toujours comment faire un recours. Il faut savoir que si vous n'avez pas fait ce recours préalable, il a bien son nom, c'est recours préalable obligatoire, recours administratif préalable obligatoire. Si vous ne l'avez pas fait, vous ne pourrez pas faire un recours en contentieux. Vous ne pourrez pas aller auprès du tribunal. Donc, c'est la première étape de ça. Il faut faire attention. C'est dans 2 mois suivant la réception de la notification. Alors, moi, ce que je conseille fortement, c'est que comme les MDPH n'envoient pas par courrier recommandé les notifications, de bien garder les enveloppes avec les notifications. Généralement, moi, je garde l'enveloppe, je la graffe avec, le cachet de la poste faisant foi. Parce que parfois, la CDAPH, c'est généralement, nous, c'est premier mardi du mois. Donc, dans les 2, 3, 4 premiers jours du mois, on reçoit la notification le 15 ou le 16 ou le 17 ou le 20. Bon, bah là, il s'est passé 15 jours, vous avez perdu 15 jours sur vos 2 mois. Donc, c'est bien 2 mois après la réception de la notification. Donc là, pour le coup, c'est le cachet de la poste. On se dit que bon, le jour où elle a été envoyée, il se passe 1 ou 2 jours. Bon, bah, c'est 1 ou 2 jours de flottement. Mais quand même, si la MDPH envoie un courrier 15 jours après la commission, ce n'est pas la date de commission qui fait foi, c'est votre date de réception. C'est une lettre où vous pourrez trouver sur Internet le modèle pour contester les éléments sur lesquels vous n'êtes pas d'accord avec la décision de la MDPH. C'est ça, voilà, c'est une lettre simple, un recours simple. L'important, c'est de l'envoyer de votre côté avec accusé de réception, parce que cette date de recours, il faut prouver que vous avez bien respecté ces 2 mois. Donc, si vous avez un accusé de réception, ça, c'est facile à prouver. Si à l'issue de ce recours, vous n'avez toujours pas gain de cause, si le recours préalable n'a pas donné une suite favorable, vous pouvez aller en contentieux auprès du tribunal compétent. Aujourd'hui, le tribunal compétent pour tout ce qui est scolarité des élèves en situation de handicap, c'est le tribunal de grande instance. Vous saisissez le tribunal par un courrier, par une lettre recommandée. Ça, vous trouverez aussi des modèles facilement sur Internet.
pour contester la décision de la MDPH. De même, une fois que vous êtes passé devant le juge du tribunal de grande instance, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours faire appel auprès d'une cour d'appel. Donc ça, c'est la gradation des démarches juridiques par rapport à une décision de la MDPH. Comme je le disais, l'orientation proposée par la MDPH, elle ne s'impose pas aux parents. Donc, ce n'est pas la peine non plus d'aller très très loin en justice pour faire valoir le fait que vous ne souhaitez pas avoir une certaine orientation qui est notifiée dans votre dossier. Par contre, là où ce qui est important, c'est par exemple le fait que, par exemple, la MDPH ne notifie pas d'AESH individuel alors que vous jugez que votre enfant a besoin d'une AESH individuelle, parce que la MDPH, par exemple, notifie un AESH mutualisé et non individuel, là oui, vous pouvez y aller. Sur la durée d'accompagnement de l'AESH individuel, si la MDPH notifie 6 heures d'AESH individuel et que vous souhaitez que votre enfant aille à l'école sur la totalité du temps scolaire et qu'il a besoin d'un AESH sur la totalité du temps scolaire, parce qu'en plus c'est justifié par le certificat médical, par exemple, du médecin, là vous pouvez y aller aussi. Il y a une possibilité aussi de faire intervenir, alors même avant le RAPO, après aussi c'est possible, mais généralement on peut faire une conciliation avant le RAPO, demander l'intervention d'une personne qualifiée. Ça, vous allez sur le site de votre MDPH et vous cherchez personne qualifiée, vous appelez la MDPH et vous demandez la liste des personnes qualifiées. Vous avez un certain nombre de personnes qui sont des personnes qui sont indépendantes de la MDPH, qui sont souvent des représentants d'associations, parfois qui siègent aux commissions, et qui va pouvoir se faire un médiateur, en fait, qui va pouvoir, d'un côté, vous expliquer pourquoi la MDPH a émis cette décision, et va pouvoir dialoguer avec la MDPH en disant, pourquoi, en fait, essayer de justifier auprès des parents pourquoi vous avez émis cette notification plutôt qu'une autre. La conciliation, donc ça, il faut le faire, il faut saisir la personne qualifiée aussi en prenant date, parce qu'elle suspend le délai pour le recours. Donc sur ces 2 mois, si vous passez 2 semaines à dialoguer avec une personne qualifiée auprès de la MDPH, vous aurez 2 semaines de plus pour faire votre recours si nécessaire. Au niveau de l'école, donc je ne sais pas si vous avez des questions sur la MDPH. Je vais avancer parce que j'ai quand même prévu encore pas mal, mais sinon je le reporterai sur le webinaire suivant. Il y a Angélique et Julien qui semblent écrire quelque chose, mais j'attends alors un tout petit peu. Ouais, alors voilà, ça a l'air d'être ok. Je me permets, Magali, dans la conversation, des fois, je reprends les termes RAPO, j'ai bien dit. Bien sûr. Je mets comme ça, les gens peuvent faire des recherches sur Internet après et puis vérifier. Il faut une Oui. protection juridique quand on est parent d'enfants handicapés, car on doit se battre pour tout. C'est pas normal. Ok. Alors, c'est bien d'avoir une protection juridique, c'est vrai. Moi, je pourrais vous donner les références aussi dans le livre qui est édité tous les ans, qui est Le droit des personnes handicapées, qui est édité par le Guide Néret. Tous les ans, elle est mise à jour avec en fait tous les droits. Et donc, ça reprend en fait sur des thèmes tous les textes de loi et tous les droits des personnes. Et ça, c'est bien de s'appuyer dessus aussi. On peut le faire sans protection juridique, mais c'est vrai que c'est bien parfois d'avoir une protection juridique. Moi, j'ai des parents qui se sont retrouvés avec une information préoccupante et qui ont dû embaucher un avocat pour aller auprès du juge. Donc, effectivement, parfois, ça peut servir. Je vais en parler tout à l'heure, mais effectivement, il y a aussi un nouveau site qui s'appelle Antidiscrimination qui vous propose une aide juridique sur tout ce qui est volet discrimination. Okay. Je vais avancer parce que du coup, il y a aussi toute la partie loisirs scolaires, je pense, qui intéresse les gens. Oui. Et il est déjà 21h57, donc je ne voudrais pas trop déborder. Au niveau des recours possibles sur l'école, il y a 2 cas possibles. C'est soit la scolarité est dégradée, souvent parce que le PPS n'est pas pris en compte, que l'AESH et qu'elle devrait être individuelle, mais que l'enfant, moi je considère que l'enfant elle est dégradée, mais l'enfant est quand même à l'école. La scolarité refusée, c'est-à-dire l'enfant ne va pas à l'école, quelle qu'en soit la raison, alors qu'il a entre 3 et 16 ans et qu'il est en obligation scolaire.
Le fait qu'un élève il soit accueilli à l'école ne représente pas une discrimination parce que ce n'est pas un refus de droit. Par contre, la scolarité refusée, on a vu dans le premier webinaire sur les discriminations, si la scolarité est refusée, c'est refusé sur la base d'un critère qui est le handicap, l'accès à un droit fondamental. Et là, pour le coup, ça représente une discrimination. Je vais passer très rapidement, vous aurez les exemples là, même si le PPS n'est pas pris en compte, et j'en reparlerai dans le webinaire numéro 3. On peut demander une équipe de suivi de scolarité pour comprendre pourquoi les points qui sont au PPS ne sont pas adressés ou partiellement. Par exemple, s'il y a une programmation adaptée des objectifs d'apprentissage qui est inscrite au PPS et que l'enseignant n'a pas fait de programmation adaptée, là, c'est en équipe de suivi de scolarité que vous pourrez rappeler que l'enseignant est censé le faire. Voilà, vous aurez tout ça dans la présentation. Donc souvent, hein, c'est souvent les mauvaises conditions de scolarisation, c'est parce que le PPS n'est pas pris en compte. Vous pouvez toujours refaire monter l'information. Surtout, il ne faut pas hésiter à faire remonter les problèmes vers l'IENSH s'il faut au-dessus à l'inspecteur de secteur, s'il faut au-dessus à l'inspecteur d'académie et s'il faut encore au-dessus au recteur. Et s'il faut encore au-dessus, on y va. S'il faut que ça soit au ministre de l'Éducation nationale ou s'il faut que ça soit au secrétaire d'État chargé des personnes handicapées, il faut le faire. Même si ça a peu d'impact, plus de familles le feront, plus il y aura des faits. Alors, c'est toujours la question de la protection juridique. Ça demande de l'effort. Et parfois, les familles, elles n'en ont pas à ce moment-là. Je ne juge absolument pas le fait qu'on ne le fasse pas. Mais moi, j'encourage quand même les gens à le faire parce que souvent, vous allez trouver des lettres modèles que vous pourrez copier-coller et envoyer très rapidement, notamment sur le site Toupie. Vous aurez le lien quelque part, je ne sais plus où, mais j'en parle plusieurs fois. Si l'élève est accueilli en classe, mais qu'il n'a pas d'AESH, alors qu'elle est notifiée par la MDPH, ou que l'AESH n'est pas présente suffisamment d'heures, il y a une notification qui est faite pour 16 heures et l'AESH n'est là que 8 heures. Ou si c'est un AESH mutualisé alors que la notification est pour un AESH individuel, l'Éducation nationale ne remplit pas ses obligations. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est là que je parle du site Toupie qui est très bien fait. La première chose, c'est de mettre en demeure le DAZEN. C'est lui qui est responsable de la mise en œuvre du PPS auprès des élèves. Surtout, vous n'attendez pas. Vous le faites très rapidement, ça permet de prendre date. Ensuite, une fois que vous avez mis en demeure le DAZEN, vous pouvez un peu remuer toutes les instances qui attribuent les AESH, le coordonnateur AESH, le PIAL, l'enseignant référent, le directeur du PIAL, etc. Contacter éventuellement l'inspecteur AESH qui est le responsable hiérarchique de l'enseignant référent. Et ensuite, vous pouvez faire un référé suspension. Alors ça, c'est une décision en justice. Par contre, le référé suspension, on ne peut le faire qu'à partir du moment où se sont passés 2 mois après que l'Éducation nationale ait émis son refus. Donc c'est là où c'est un peu... comment dire? C'est là où c'est important de prendre date. Parce que ces 2 mois, ils vont courir à partir du moment où vous aurez mis en demeure le DAZEN. Donc, même si le DAZEN ne vous a pas répondu, ou vous a répondu négativement, ou qu'il ne s'est rien passé, que rien n'a changé, la date, elle court à partir de la mise en demeure du DAZEN. Et donc, au bout de 2 mois, vous avez le droit de dire l'Éducation nationale, ça fait 2 mois qu'elle m'a donné une réponse de non-retour, en fait, qui est une absence de réponse. Et on peut faire un référé suspension auprès du tribunal de grande instance. Ça, pour le coup, le site Toupie, vous aurez le lien dans la présentation. Il est très, très explicite et il explique bien tout ce qu'il faut faire et il a même des lettres modèles sur comment faire. Et après, on peut encore appuyer sur d'autres voies de recours, qui ne sont pas tout à fait des voies de recours, mais qui sont plutôt des appuis externes qu'on peut avoir. Si la scolarité est refusée parce que l'élève n'est pas accueilli en classe, quelle qu'en soit la raison, il n'y a pas de ESH, on ne prend pas. L'école refuse d'accueillir l'enfant alors qu'il a une AESH qui est notifiée et qui est affectée.
Si l'école décide de déscolariser l'enfant unilatéralement, c'est-à-dire sans appui aucun, et parfois, moi j'ai entendu des directeurs d'école dire, bon, moi je prends la responsabilité et je les déscolarise. Non, ça n'est pas possible. C'est refuser son droit fondamental à l'enseignement, à l'éducation. C'est une discrimination et là, pour le coup, il faut agir très rapidement par une mise en demeure du DAZEN, exactement, et avec mention d'une date butoir, en disant mon enfant doit être accueilli dans les conditions qui sont prévues sous quelques jours. Il ne faut pas mettre plusieurs semaines. Hein. Parce que souvent, à la rentrée, hop, on nous appelle ah, ben, on n'a pas la ESH, il ne peut pas rentrer en classe. Donc là, il ne faut pas dire oui, bon, ben ok, on attend la fin du mois de septembre pour savoir si vous avez quelqu'un. Parce que souvent, on donne ça et puis ils prennent ça. Donc, en fait, là, pour le coup, il faut dire ben, d'ici lundi de la semaine suivante, vous l'accueillez parce que c'est un refus de droit. Vous pouvez aussi appeler tous les responsables d'affectation des AESH, etc. Contacter l'inspecteur ASH, etc. Mais la date butoir, elle est importante sous quelques jours parce qu'à ce moment-là, vous pouvez faire un référé liberté. Le référé liberté, c'est une décision d'urgence administrative. Quand il y a une atteinte grave et manifestement illégale à un droit fondamental, donc là, pour le coup, c'est le droit à l'instruction, la scolarité étant obligatoire, vous pouvez adresser une requête au tribunal administratif ou au tribunal de grande instance, parce que j'ai noté administratif, mais je pense que c'est le TGI. Vous n'avez pas besoin d'avoir un avocat avec vous. C'est une procédure qui est très rapide et le juge doit se prononcer dans les 48 heures. Donc, c'est vraiment très, très rapide. Et le juge va donner un avis. Et va dire, bah, effectivement, il y a une notification par MDPH, j'ai la preuve que l'enfant ne va pas à l'école parce qu'il n'a pas de AESH, vous devez l'accueillir et vous devez faire l'éducation nationale, vous devez mettre en œuvre votre obligation de moyens pour affecter un AESH à cet élève pour qu'il puisse aller à l'école. Donc ça peut aller très très rapidement. Et surtout, il ne faut pas hésiter à prendre les devants et à réagir très rapidement là-dessus. Et pareil, sur le site Toupie, vous allez trouver toutes les lettres modèles qu'il va falloir et tout, voilà, tout, comment dire, toute la procédure pour suivre tout cela avec des courriers modèles, etc. Les autres voies de recours et d'appui que vous pouvez avoir. Donc, il y a le défenseur des droits. Donc, le défenseur des droits, on peut le saisir, je vais en reparler aussi tout à l'heure. Sur le site internet, vous avez toutes les coordonnées de vos défenseurs des droits locaux, voire vous pouvez le saisir en ligne directement. Vous posez votre cas. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va avoir un effet immédiat. Vous faites valoir vos droits aussi d'une autre façon, mais c'est une façon de remonter toutes les problématiques aussi au niveau à d'autres instances. Donc là, pour le coup, le défenseur des droits. Vous pouvez aussi faire appel à un médiateur de l'éducation nationale. Généralement, le médiateur de l'éducation nationale, vous avez ses coordonnées que vous pouvez trouver sur le site internet de vos services départementaux ou sur le site internet de l'éducation nationale. Vous avez une cellule départementale école inclusive avec un numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone, il doit être public, il est public et il doit être présent sur le site on a regardé les numéros à connaître la dernière fois sur le webinaire précédent. Le numéro de la cellule départementale école inclusive, il est à connaître et surtout, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Il y a la cellule nationale aide handicap école qui souvent est ouverte dans les 2 premiers mois de la rentrée pour pallier à tout ce qui est problème d'AESH. C'est pareil, il ne faut pas hésiter à multiplier les canaux parce que ça peut redescendre d'une façon ou d'une autre. Comme je le disais, on peut saisir aussi le cabinet du secrétaire d'État aux personnes handicapées. On peut aussi alors s'appuyer sur les élus locaux, que ce soit la mairie, la communauté de communes, parce qu'eux, ils ont la responsabilité de l'inscription à l'école. Alors, ils n'ont pas forcément le pouvoir de faire bouger les choses, mais bon, bah, souvent, hein, surtout dans les plus petites communes, les maires connaissent les directeurs d'école, etc. Et puis, vous pouvez faire appel à vos élus locaux, comme les députés, sénateurs, pour parfois faire un peu bouger les choses. Ils n'ont pas forcément de responsabilité hiérarchique là-dedans. Bon, voilà, ça peut être des appuis qui peuvent faire parfois avancer les choses, parfois pas, mais parfois oui. Au niveau de la réponse accompagnée pour tous et de ce qu'on disait tout à l'heure sur les doubles notifications. Il y a parfois une impossibilité de mettre en place la notification MDPH. Typiquement,
c'est une notification d'IME, vous voulez mettre votre enfant en IME et il n'y a pas de place. S'il n'y a pas de place, votre enfant, il ne doit pas rester à la maison. Parce qu'il est en obligation scolaire, il va falloir il faut que l'État trouve une solution pour lui. Donc ça, c'est la réponse accompagnée pour tous. Vous saisissez la MDPH en disant, moi, j'ai telle orientation, l'école ne le veut pas, et en plus, je suis en attente d'IME, donc je dois le garder à la maison. Donc ça, c'est pas entendable. Et du coup, la MDPH doit mettre en œuvre un plan d'accompagnement global pour trouver une solution. Ça fait partie c'est une suite du rapport Pifto Zéro sans solution qui fait que on va essayer de trouver des solutions pour scolariser cet enfant. Ça peut arriver aussi sur des sorties d'IME, un enfant qui n'est pas bien dans un établissement, mais qui peut pas dans un et il y a la place ailleurs. Donc là, on sait la MDPH, bon, je suis dans un cas où mon enfant n'a pas de solution. Cette réponse accompagnée pour tous, elle organise en fait des réunions pilotées par les PCPE. Donc effectivement, merci tout à l'heure, Ivana m'a sauvé sur le sigle PCPE qui sont pôles de compétences et de prestations externalisées. Généralement, ils sont portés par des organismes gestionnaires, souvent des CESAD, pour lesquels il y a des professionnels qui organisent ces pôles de compétences. Les PCPE peuvent aussi intervenir auprès des écoles pour faire un appui externalisé auprès des écoles sur la scolarisation des élèves en situation de handicap. Ouais. Notamment, vite fait, sur Nantes, il y a, par exemple, à l'ADAPEI, il y a un pôle PCPE RAPT, et du coup, c'est quand la MDPH est saisie, qu'il y a un dossier ouverture de réponse accompagnée pour tout ce qui est ouvert. Enfin, ils ouvrent un droit pour un enfant. Et par exemple, il y a PCPE ADAPEI. Alors, c'est que des sigles, du coup, mais c'est PCPE RAPT ADAPEI. Tout ça. Donc après, normalement, dans chaque, là sur le 44, il y a la DAPEI, l'APF et la PAGE qui ont ce dispositif-là aussi. Voilà. Ouais. Donc ça, après, il faut se rapporter. C'est la MDPH de toute façon qui met en œuvre ces pôles de compétences. Donc c'est pas à vous de connaître, de savoir lequel c'est, mais effectivement, après, avec potentiellement Constellation, effectivement, connaît quelles sont les personnes qui sont dans ces pôles de compétences et de prestations, et en tout cas, quels sont les organismes gestionnaires qui les organisent. Ouais. Et du coup, j'en viens aussi sur l'école à la maison ou le CNED. L'enseignement à la maison, c'est un libre choix, ça doit être un libre choix des parents. On ne peut pas leur imposer. J'ai entendu en équipe de suivi de scolarisation, mais pourquoi vous ne lui faites pas de l'école à la maison? Vous ne travaillez pas, madame. Ce à quoi on peut répondre, je ne suis pas enseignant et je ne souhaite pas scolariser mon enfant à la maison. Ceci dit, si la déscolarisation elle doit être subie, il faut savoir que les parents sont tenus à l'obligation scolaire de leurs enfants, et que si l'enfant n'est pas scolarisé et que l'instruction en famille n'est pas déclarée en mairie, les parents sont passibles d'une amende. Et donc, si cette déscolarisation doit être subie, l'inscription au CNED, elle doit être prise en charge financièrement par l'Éducation nationale. Et donc, dans cette même équipe éducative, j'ai donc la famille qui a présenté la facture du CNED à l'Éducation nationale. Il ne faut pas hésiter, hein, parce que c'est quand même des gros coûts, le CNED, et si ça doit être subi ou même consenti par les parents, on va dire, ce n'est pas une raison pour que ce soit les parents qui prennent en charge les coûts d'une scolarité qui ne peut pas se faire. La responsabilité, elle est sur l'Éducation nationale. Et donc ça doit être les services départementaux de l'Éducation nationale qui doivent payer l'inscription au CNED si elle est incontournable, on va dire. J'en viens à l'accueil périscolaire. Je suis désolée, je vais déborder. Si vous devez partir, ben, vous pouvez y aller, et puis vous aurez la fin sur le replay, mais je vais quand même aller au bout, parce que c'était aussi quelque chose qui a été demandé spécifiquement, l'accueil périscolaire, et qui est vraiment qui est en marge de la scolarisation, mais qui reste quelque chose qui est aussi à la présence des élèves à l'école. Très rapidement, le temps périscolaire et le temps extrascolaire, c'est des temps qui sont différents. Ce qu'on appelle le temps périscolaire, c'est l'accueil avant, donc ce qu'on appelle typiquement la garderie, avant la classe, après la classe, et le temps méridien, donc la présence sur le temps de cantine. Donc ça, c'est le temps périscolaire. Les temps extrascolaires, c'est plutôt le week-end et le mercredi après-midi, là où les enfants font des activités, on dit extrascolaires, ou sur les vacances.
Donc là, je parle vraiment du temps périscolaire et de l'accueil périscolaire de loisirs. Les accueils de loisirs sont considérés comme des services publics. Et du coup, le refus d'accueillir un enfant sur la pure base que c'est un enfant en situation de handicap, ça constitue une discrimination. Par contre, par rapport à la scolarisation, il n'y a rien qui est dit dans la loi de 2005 ou dans un autre texte de loi qui oblige en fait les accueils de loisirs à accueillir les élèves, les enfants en situation de handicap. Ceci dit, ça reste une discrimination et donc vous pouvez faire valoir le fait que si la seule réponse de l'accueil de loisirs pour ne pas accueillir votre enfant, c'est il est en situation de handicap, on ne sait pas faire, on ne peut pas faire, ce n'est pas une réponse acceptable. Les accueils de loisirs, ils sont pris en charge par les collectivités territoriales, soit mairie, soit communauté de communes. Et en fait, c'est cette collectivité territoriale qui doit démontrer que l'accueil de cet enfant spécifiquement soulève des problèmes qui sont trop grands ou des problèmes de sécurité pour laquelle la structure n'est pas en capacité de répondre au moment donné. Et c'est là qu'intervient la notion d'aménagement raisonnable. Alors l'aménagement raisonnable, c'est quelque chose où je pourrais passer des heures à parler d'aménagement raisonnable. Mais grosso modo, ça veut dire, par exemple, une toute petite mairie qui va avoir je sais pas, je connais pas le nombre, un animateur, voilà, mais je connais pas le nombre, par exemple, mais très peu d'élèves et un seul animateur, et pour lequel il aurait besoin d'embaucher un animateur supplémentaire à temps plein pour la présence de l'élève, peut être considéré comme un aménagement qui n'est pas raisonnable. Une grosse mairie qui a une équipe de 10 animateurs et qui peut payer 10 animateurs sur un accueil périscolaire, pour le coup, la présence d'un auxiliaire de vie de loisirs, ce qu'on appelle AVL, qui est le pendant de la ESH pour le temps périscolaire, pour le coup, est un aménagement raisonnable. Parce qu'on considère que s'ils sont capables d'avoir des équipes de 10 personnes, ils peuvent avoir une onzaine de personnes. Donc voilà, il y a des notions qui sont comme ça très très fines. Pour le coup, le défenseur des droits est le principal saisi dans ces cas-là. Et si la commune ou la communauté de communes, en tout cas la collectivité territoriale, se borne à juste opposer un refus, elle est passible d'une plainte pour discrimination. Si elle ne cherche pas de solution et vous dire « Ah ben non, on ne peut pas faire », ce n'est pas une réponse acceptable et vous pouvez porter plainte pour discrimination. À ce moment-là, la collectivité territoriale devra démontrer qu'elle n'est pas en capacité de le faire. La compensation du handicap, donc comme je le disais en accueil périscolaire, c'est l'accompagnant scolaire. La responsabilité, alors il y a eu toute une période où l'éducation nationale consentait à ce que les AESH, payés par l'éducation nationale, accompagnent par exemple les élèves à la cantine ou sur les temps périscolaires. Aujourd'hui, le Conseil d'État, il y a vraiment eu une décision charnière en novembre 2020. Le Conseil d'État a donné raison à l'éducation nationale qui ne souhaitait plus financer les AESH sur ces temps-là, puisque la compétence, elle est aux collectivités territoriales, c'est aux collectivités territoriales de porter le poids financier de ça. Cela n'empêche que la même personne peut accompagner l'élève sur les temps périscolaires, notamment à la cantine. L'AESH qui l'accompagne sur le temps scolaire peut très bien l'accompagner sur le temps périscolaire, mais par contre, elle doit avoir un contrat spécifique avec la collectivité territoriale. Et donc ça, il faut que la collectivité territoriale soit d'accord, qu'elle lui fasse un contrat, et que la personne aussi soit d'accord pour travailler sur ce temps de cantine. Donc, c'est vraiment, pour le coup, un accord de tous. Si la collectivité locale dit non, mais moi, en fait, je vais quand même mettre quelqu'un, mais ce n'est pas cette personne-là, elle a tout à fait le droit, à partir du moment où l'élève, l'élève, pour le coup, là, c'est un enfant en accueil périscolaire. À partir du moment où l'enfant, il est accompagné, c'est bien, il est accompagné parce qu'il en a besoin. On ne peut pas exiger que ce soit la même personne. Là où ça peut poser problème, c'est qu'il ne puisse pas être accueilli à la cantine parce qu'il n'a pas d'accompagnant. Et pour ça, il faut être très vigilant parce que le Conseil d'État, il a bien fixé le fait que la collectivité territoriale n'a une obligation que si c'est spécifié dans la notification MDPH. Donc, quand vous remplissez, si vous voulez que votre enfant aille en accueil périscolaire, donc sur le temps de cantine ou garderie du matin ou du soir,
quand vous faites votre dossier MDPH, soyez très, très vigilant à écrire noir sur blanc dans le projet de vie ou dans le projet de scolarisation que vous souhaitez qu'il aille à la cantine et que l'accompagnant soit notifié sur ces temps-là. La collectivité locale peut très bien dire: ah ben non, mais moi, c'est écrit nulle part. Donc, j'ai pas besoin. Si vous voulez qu'il aille à la cantine, il y va, mais il n'a pas besoin d'accompagnant parce que la MDPH, elle ne l'a pas dit. Donc, c'est important de vérifier si vous sentez que ça va être compliqué, d'avoir que ce soit écrit noir sur blanc sur la notification MDPH. Normalement, si c'est écrit, ben, ça vaut, voilà, ça vaut, ça a valeur et que du coup, l'élève, du coup, l'enfant peut être accompagné à la cantine avec un accompagnateur. Il y a des mairies qui, par contre, vont affecter un AVL sans notification, hein. Mais c'est bien de quand même le prévoir au cas où. Excuse-moi Magali, Oui. alors du coup sur Nantes, on a plein de petites villes métropoles et en fait, ce qui est bien de rappeler, c'est que souvent ceux qui travaillent par exemple, les élus du service petite enfance ou quoi que ce soit, en fait, c'est des gens des fois qui sont embauchés il y a peu et qui connaissent peu les textes de loi en fait. Oui. Et du coup, des fois, on a des refus parce que voilà, ils disent ah non, nous périscolaire on fait pas ou temps de cantine c'est compliqué. Et en fait, ce qui est bien, c'est d'aller retoquer en disant non, mais en fait, il y a des textes de loi. C'est de leur rappeler gentiment voilà, que c'est discriminatoire, qu'il y a des textes de loi. Souvent, c'est des gens qui ne sont pas au courant, bizarrement. Oui. Alors, ils ne sont pas formés, on va dire, ou on n'a pas pris le temps. Enfin, c'est des gens comme nous, en fait. Et du coup, c'est vrai que Oui, c'est parfois, bien d'aller… parfois, c'est pas de la malveillance, c'est juste de la méconnaissance. De la méconnaissance, oui. Souvent, on a affaire, enfin, dans le cas de Constellation, souvent, on a sur des communes sur lesquelles on bute un peu sur l'accueil périscolaire et temps méridien. C'est des gens qui n'ont pas la connaissance de ces textes de loi. Et du coup, c'est bien de refaire un point et de dire non, mais en fait, vous touchez un budget pour ça, il y a des choses de la vie, et on travaille avec des associations qui viennent aider les enfants à l'accueil sur ces temps-là. Enfin, voilà, c'est de réexpliquer les droits. Et souvent, les gens, ah, ben, j'étais pas au courant. Bon, ben voilà, c'est fait. Et puis, du coup, ça permet d'ouvrir des portes. Voilà. Ouais. Exactement. Le fait de savoir qu'il y a des financements possibles et il y a des appuis qu'ils peuvent avoir et qu'ils ne connaissent pas, ça, c'est aussi important parce que tout de suite, ça va, ah oui, non, mais si on peut avoir des aides, alors là, ça va mieux. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est des gens, des fois, qui arrivent voilà, qui sont élus. Dans ce budget-là, il y a une partie prise en charge. Voilà. Et du coup, c'est souvent des gens qui ne le savent pas, en fait. Donc, il ne faut pas hésiter à aller retoquer. Voilà. Exactement. Alors, du coup, les recommandations qu'on peut faire si jamais, enfin, qu'a fait le défenseur des droits et les financements possibles. Donc, le défenseur des droits a émis des recommandations sur l'accueil des enfants en situation de handicap, donc dans les activités périscolaires, notamment sur la notion d'aménagement raisonnable. Vous aurez les liens, il y a des liens super intéressants, du coup, de documents qu'a fait le défenseur des droits là-dessus. Et c'est bien, pour le coup, simplement de l'imprimer en disant, bah, voilà, ça, c'est les recommandations qu'a fait le défenseur des droits. Donc, je suis dans mon droit parce que voilà, ça a été fait. Vous les connaissez peut-être pas, mais informez-vous. Il y a également donc du coup la plateforme antidiscrimination.fr qu'on peut accéder, à laquelle on peut accéder via le site du défenseur des droits, qui met à disposition des juristes là-dessus. Et donc, vous pourrez poser des questions vraiment très pratiques à des juristes par chat ou par téléphone sur ces points-là. Et potentiellement, pourquoi pas les mettre en relation directement avec, demander à la collectivité territoriale qui est peut-être de bonne volonté, mais qui ne connaît pas les tenants et les aboutissants des droits, d'appeler la plateforme pour avoir plus d'informations, quand ils sont de bonne volonté. Les financements possibles, donc c'est un fonds public et territoire qui est créé par la CNAF et qui donc permet aux collectivités locales de solliciter leur CAF départementale pour avoir des fonds spécifiques sur l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Et ce fonds finance aussi les pôles d'appui et de ressources handicap sur lesquels les parents peuvent s'appuyer. Alors, il n'y en a pas dans tous les départements. Il y a eu une expérimentation, je ne sais pas où ça en est depuis parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations en ligne là-dessus. Les pôles d'appui et de ressources handicap, normalement, ils sont portés par les départements, par le conseil départemental et financés par la CAF.
Et donc, ils financent des dispositifs qui permettent d'accompagner en fait les accueils de loisirs. Donc là, c'est au service des accueils de loisirs pour mettre en œuvre l'accueil d'un enfant en situation de handicap. Alors là, pour le coup, ça peut être à la crèche, ça peut être en accueil périscolaire, ça peut être en garderie des vacances, etc. Les familles peuvent les solliciter pour intervenir justement. Alors ponctuellement, ils peuvent même parfois mettre à disposition un éducateur spécifique, un animateur spécifique, le temps que l'équipe se forme aussi aux spécificités du handicap de l'élève. Parfois, ils peuvent arriver à mobiliser des ressources financières pour que la collectivité territoriale finance un accompagnement spécifique ou finance du temps supplémentaire, par exemple. Voilà, quand il existe dans le département, vous cherchez pôle d'appui de ressources handicap et le nom de votre département, potentiellement vous pouvez le trouver. Sinon, vous pouvez poser la question à la CAF ou au conseil départemental, si un tel dispositif existe. Et ils sont portés parfois par des associations différentes. Il y a Famille Rurale dans certains départements, dans d'autres départements, c'est simplement des employés du conseil départemental, c'est assez variable. Moi, j'ai fait un mémoire sur ces pôles ressources handicap où j'ai pu les appeler et leur demander leur mission. Donc voilà, chacun a des spécificités selon les départements et souvent c'est aussi selon les spécificités territoriales. Hein. Moi, je suis dans le Gers, donc je suis dans un département qui est très rural. Et donc, l'accompagnement ne va pas être le même que quand on est juste à côté en Haute-Garonne, par exemple, et qu'on a une grande métropole comme Toulouse à côté, et le pôle ressources handicap, il ne va pas du tout faire la même chose. Mais ces missions, elles sont quand même assez approchantes et certaines peuvent être complémentaires et apportées par les départements avec des compétences supplémentaires. Vous aurez un lien sur un site qui s'appelle Enfants différents, qui répertorie ces pôles ressources handicap. Je ne suis pas sûre qu'il soit complètement à jour, mais en tout cas, ça peut être déjà un premier pas pour savoir où s'adresser. Les recours qu'on peut avoir au niveau d'un refus d'accueil en loisirs périscolaires, ça va être en fait les responsables des collectivités territoriales en premier lieu. Donc, il y a souvent une compétence petite enfance et il y a un responsable. Donc, c'est la première personne à saisir au-delà disons, du directeur du centre d'accueil. Ça va être un responsable local. Au-dessus, ça va être le maire ou le président de la communauté de communes. Si il s'agit d'un accueil, alors là, on va plutôt parler de cantine sur les temps, sur la scolarité en collège et en lycée. Ça sera plutôt le conseil départemental qui a la compétence pour les collèges et le conseil régional qui a la compétence pour les lycées. Et toujours, on peut aussi demander de l'appui aux autres élus, les députés, les sénateurs, pour peser de leur poids d'élus locaux sur les décisions des collectivités territoriales. Et le défenseur des droits, donc, qui peut être saisi en ligne. Et je l'ai dit tout à l'heure, sur la plateforme antidiscrimination.fr, où vous pouvez avoir de l'accompagnement par des juristes. Pas que sur l'accueil de loisirs, sur la totalité des discriminations qui peuvent être faites sur des personnes en situation de handicap ou quelle que soit la discrimination. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et donc, j'écoute si vous avez des questions. Le pôle ressources handicap, il peut être aussi sollicité, par exemple, il n'y a pas d'accueil de loisirs à partir de la 6e, mais par contre, il y a des associations type Animage pour Nantes qui accueillent nos enfants. Est-ce qu'ils peuvent être sollicités pour ces associations-là aussi Alors, vous pouvez leur poser la question. Je pense qu'ils n'ont pas une compétence qui s'arrête à la compétence de l'enfance. Je pense que sur l'âge de collège, etc., ils prennent tout ce qui est, pour moi, tout ce qui tourne autour de l'enfant mineur, ils doivent avoir compétence là-dessus. Mais n'hésitez pas à les contacter pour leur poser la question, en tout cas.
Moi, D'accord. les retours que j'en ai eus, certains pôles d'appui et de compétences, pôles d'appui et de ressources, ils accompagnent aussi les associations sportives, par exemple, certaines associations, quand elles ont un accueil spécifique. D'accord. Alors, je suis désolée, je suis allée un peu rapidement sur la fin. Donc, vous n'hésitez pas à poser des questions via Constellation pour la prochaine fois, ou j'y répondrai ou si je dois répondre par mail, je pourrai répondre par mail aussi. Donc, je vous enverrai d'ici quelques jours via Constellation aussi le replay du webinaire et puis le support avec voilà, tous les commentaires et tous les liens aussi auxquels j'ai parlé pour que vous puissiez retrouver toutes ces informations. Et je suis Merci désolée à pour avoir débordé. Du coup, la toi. dernière fois, j'avais Merci à toi, pas prévu Magali. assez. Et là, j'avais beaucoup de choses à dire. Merci à toi et pour ton débit de parole impressionnant et de tenir aussi longtemps avec un débit assez élevé. Ouais, c'est bravo, chapeau. C'est vachement bien. Bravo à toi. Voilà. Ah ben, merci. Merci beaucoup. Ouais. C'est fort complet. Et, Il y a ouais. beaucoup, il y a beaucoup à dire. Mais Ouais. Merci à toi, Magali. voilà. Merci à tout le monde. Et puis voilà, n'hésitez pas à envoyer vos questions au mail de Constellation et puis on n'hésitera pas à y répondre. Voilà. Et Voilà. puis du coup, au prochain webinaire, du coup. Ah oui, alors du coup, j'ai oublié de changer la date. Hein. Le prochain webinaire, c'est en mai. Je n'ai pas la date exacte. Je ne sais pas si tu l'as. Oula, j'ai pas Mais fait. bon, vous aurez l'information. Ah non, si, je l'ai par là. Je l'ai par là, je Là. vais vous dire tout de suite. La prochaine date, c'est le mardi 23 mai. D'accord. Voilà. Et je vous souhaite sur ce une très bonne soirée Merci et une merci à bonne nuit. vous. Ouais, Merci beaucoup. Bonne soirée.